Alors allons-y. Je commence par un petit rappel, le temps que tout le monde arrive, comme d'habitude. Donc l'idée, c'est que tout le premier semestre, nous avons vu que finalement toute l'histoire de la philosophie s'accordait sur un point, c'était que le sens de la vie, le but, c'était le bonheur. Et comme je l'ai dit, ce bonheur, à partir du XVIIIe siècle, surtout dans les Lumières françaises, il est défini avant tout comme plaisir et absence de douleur. Ce qui amène finalement à la conclusion que beaucoup des philosophes des Lumières sont prêts à accepter, selon laquelle le but de la vie, c'est avant tout d'avoir une vie plutôt agréable et pas trop douloureuse. Voilà, c'est un peu ça votre aspiration naturelle. Cette définition un peu appauvrie du bonheur, elle va provoquer des réactions, et une réaction qui est très importante pour comprendre en fait tout ce qui va se passer après. Un philosophe qui a beaucoup marqué en fait l'histoire des réflexions sur le bonheur, donc c'est Rousseau, un philosophe local. Donc, la semaine dernière, on a parlé très rapidement de Rousseau. Je vous avais parlé principalement du premier discours de Rousseau, qui s'inscrit vraiment comme finalement une sorte de réfutation du projet des Lumières, en disant, voilà, les Lumières nous vendent l'idée que on va progresser, on va atteindre le bonheur, on va se développer grâce aux sciences, aux arts et aux techniques. Et comme je vous avais dit, Rousseau fait une triple critique. Les sciences, ça sert à rien. On n'a pas besoin de réfléchir trop pour savoir ce qui est bien ou mal ou comment vivre sa vie. Les techniques, ça nous rend paresseux, mous, et ça fait disparaître les vertus militaires et le courage. Et il y avait l'idée que l'art, ça flatte surtout les mauvais penchants, hein. Et j'avais oublié de parler, et c'est triste, hein, je vous ai dit que la critique des arts de Rousseau, c'est pas juste quelque chose qu'on trouve dans le premier discours, c'est quelque chose qui se continue dans plusieurs œuvres, comme donc la Lettre à d'Alembert, l'Émile de Rousseau, mais il y a surtout une œuvre de Rousseau dont je vais pas parler parce qu'elle n'est pas spécifiquement philosophique, mais qui, à mon avis, illustre bien Rousseau, c'est la Nouvelle Héloïse. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la Nouvelle Héloïse. Donc, la Nouvelle Héloïse, c'est un roman épistolaire écrit par Rousseau. Donc, c'est un roman qui se passe par échange de lettres, qui raconte une histoire d'amour entre Julie et son précepteur, Saint-Preux, qui se passe donc dans une petite ville au pied des Alpes, très locale forcément. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que Rousseau, en fait, n'aime pas les romans épistolaires, il n'aime pas les romans d'amour, hein. Mais il en écrit un. Parce qu'en général, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour lui, les romans d'amour, ça va flatter avant tout les passions, hein. Ça va présenter les passions sous un bon aspect et la vertu sous un mauvais aspect. Par exemple, là, c'est une romance forcément interdite, car je vous le rappelle, vos enseignants n'ont pas le droit de sortir avec les élèves. Petit rappel. Et c'était déjà le cas à l'époque. Donc nous avons un précepteur qui commence à vivre une romance avec son élève. Alors forcément, qu'est-ce qu'on attend? Que en fait l'amour soit plus puissant que tout, qu'il fasse fi des règles de morale et des règles sociales et qu'ils vivent le parfait amour en s'enfuyant ensemble vers le soleil couchant. Eh bien non. Ce que raconte le roman de Rousseau, c'est ça. C'est au début, il y a cette romance qui va jusqu'à échanger un baiser quand même, on est tout foufou. Et là, quand même, ils se font choper, et donc Saint-Preux est envoyé à l'étranger pour se calmer. Bon, il y a déjà un premier épisode où il l'envoie dans le Valais pour se calmer, je pense que ça, mais ça le calme pas beaucoup, mystérieusement. Donc là, il est envoyé à l'étranger. Et pendant ce temps-là, on marie Julie à un homme, je ne me rappelle plus du tout son nom. Et donc, quand ils se retrouvent des années plus tard, bah, ils sont quand même encore amoureux, mais Julie est maintenant mariée. Et que va-t-il se passer? Les liens du mariage vont-ils céder face à la passion? Pas du tout. Tout le roman, c'est un peu ça, c'est un éloge de la vertu. Donc ils savent, ils s'aiment, mais ils savent qu'ils n'ont pas le droit, et ils restent ainsi comme ça. Euh, et ils tiennent, et c'est beau. Voilà, vous êtes censé être très ému, pas par la passion, mais par la vertu. Alors ça peut vous faire paraître rigolo, mais La Nouvelle Héloïse, c'est le roman le plus lu du XVIIIe siècle. C'était tellement la folie, parce que je crois que c'est paru en épisode, que en fait les libraires n'avaient pas assez de volume, donc ils vous louaient le livre à l'heure plutôt que de le vendre. Donc on était quand même sur un truc assez. Donc Rousseau a aussi reçu plein de lettres de femmes qui étaient tellement émues par son roman que d'une certaine façon elle tombait amoureuse de Rousseau à distance. Donc c'était vraiment un énorme succès, c'était vraiment un phénomène de société. Et je trouve que c'est assez marrant de penser que le roman le plus lu du XVIIIe siècle, c'est un roman qui a été écrit par quelqu'un qui trouve que les romans, c'est pas bien, et qui a écrit un roman justement pour contrer les romans. Il y a quelque chose de très beau dans tout ça. C'est un peu comme Madame Bovary de Flaubert, qui est un roman qui est lui aussi écrit pour contrer l'effet des romans, mais peut-être moins inspirant que la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Voilà. Donc ça, c'est juste pour finir là-dessus. Et comme je vous ai dit, ensuite, on était passé au second discours, qui lui va. Donc, quand je vous dis vraiment le premier discours, c'est quelque chose qui met Rousseau plus ou moins en conflit avec
plutôt la partie progressiste, les philosophes des Lumières. Mais comme Rousseau aime bien se faire des amis, il va publier un second discours dans lequel il va se mettre vraiment aussi à dos toute la partie conservatrice, royaliste, mais aussi les philosophes des Lumières au passage, parce que bon, autant ne plaire à personne, c'est un peu la devise de Rousseau. Et le second discours, il se concentre là plutôt sur la question de savoir si les inégalités, car la société est inégalitaire en France au XVIIIe siècle, vous le savez, est-ce que ces inégalités, finalement, il y a des inégalités, mais est-ce qu'elles ne pourraient pas être fondées sur la nature? Hein, alors, comme je vous ai dit, Rousseau commence déjà par exclure l'idée que les inégalités politiques, c'est-à-dire les inégalités de charge, puissent être fondées sur la nature. C'est à peu près clair pour Rousseau que se demander si les gens qui ont le pouvoir sont plus beaux, intelligents et forts que les autres, c'est une question pas très sérieuse. Donc, il va se concentrer sur la question de savoir si les inégalités de richesse et de statut ont un fondement naturel. Et comme je vous ai dit, il reprend une méthode qui n'est pas le premier à inventer, c'est de se demander comment était l'humanité avant la vie en société, pour voir comment les inégalités sociales sont apparues et voir si leur apparition se fait selon des mécanismes légitimes, quoi. Alors ça, je suis toujours dans le rappel. Et dans ce cadre-là, il va s'opposer à deux personnes qui ont fait la même chose. Locke, hein, qui était la personne avec Voltaire qui défendait l'idée que dans la nature, on cherchait tous à protéger nos propres droits parce qu'on les connaissait, on avait philosophé, on avait découvert nos droits, et on s'était rendu compte que c'était un peu dur de faire respecter nos droits nous-mêmes. Donc on avait passé un contrat dans lequel on cédait notre pouvoir à l'État pour qu'il fasse respecter nos droits naturels. Et Hobbes, qui était une autre version du contractualisme, qui était l'idée que dans l'état de nature, on s'entretue tous de façon préventive pour ne pas, euh, pour ne pas se faire tuer en retour. Et que du coup, on s'était rendu compte que ce n'était pas vraiment une bonne idée, et que donc on avait cédé toute notre liberté à l'État pour que celui-ci nous protège. Voilà. Donc là, je reprends là où on avait laissé. Donc, ce que va dire Rousseau, c'est effectivement pour juger de la légitimité des différences de valeurs, il faut retourner à l'état de nature. Mais ce qu'il dit, c'est que l'état de nature, jusque-là, il n'a pas été bien envisagé par ses auteurs précédents. Pourquoi? La critique principale de Rousseau, c'est de dire, en général, quand ces philosophes imaginent l'état de nature, ils imaginent l'homme à l'état de nature comme un homme d'aujourd'hui qu'on aurait transposé sur une île déserte, quoi. C'est un peu Into the Wild, hein. Vous êtes échoué sur une île déserte, vous êtes un homme de la nature. Et Rousseau dit non, 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 non. En fait, c'est très dur. Il faut faire un effort pour imaginer l'homme de la nature. Pourquoi? Parce que des siècles de vie en société ont transformé l'homme à un point qu'il ne ressemble plus du tout à l'homme qu'il était, à l'être qu'il était dans la nature. Et donc, il y a une métaphore très connue dans tout au début du discours, qui est celle de la statue de Glaucus. Il dit voilà, il y a cette statue qui était la statue d'un homme, mais qui a été tellement, à travers les siècles, déformée par les intempéries qu'aujourd'hui elle ressemble à un monstre. Et ben, c'est un peu pareil pour l'être humain. Des siècles de vie en société l'ont transformé de façon tellement radicale qu'on ne peut pas utiliser l'être humain actuel comme modèle de ce qu'était l'être humain dans la nature avant la vie en société. Et donc le second discours va se diviser en deux parties. La première, on va passer très vite, c'est à quoi ressemble l'homme de la nature selon Rousseau, hein. Et la deuxième, c'est comment sont nées les inégalités et si elles sont légitimes. C'est bon pour tout le monde. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, je rappelle que toutes les diapos sont sur le site Moodle, hein, au cas où. Juste pour vous dire, il n'y a pas besoin de tout noter au cas où. Moi, j'aime bien noter. Oui, oui, non, mais notez si vous voulez. Je vous dis juste, je ne veux pas vous empêcher de noter, mais je vous dis juste au cas où, tout ça est disponible en ligne. Alors, la première partie du discours est consacrée à décrire l'état de l'homme dans l'état de nature, justement. Et alors, qu'est-ce que c'est l'homme dans l'état de nature? Eh ben, comme dit Rousseau, par définition, c'est quelqu'un qui vit tout seul, parce que s'il vivait en société, ce serait plus l'état de nature. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il vit seul, et du coup, il n'a pas vraiment de relation avec les autres êtres humains. Il dit, voilà, juste, de temps en temps, ils se croisent, ils ont des relations sexuelles comme des animaux, puis ils partent chacun de leur côté. C'est toute l'étendue de la vie sociale de l'homme dans la nature. Quelque chose qui est très important, c'est que dans la nature, l'être humain trouve assez facilement de quoi satisfaire ses désirs parce que ses désirs sont limités. Donc rappelez-vous, c'était déjà un point du premier discours. Nos désirs augmentent au fur et à mesure que les techniques augmentent et qu'on a la moyen de fournir de plus en plus de choses. Mais comme l'autre dans la nature, il n'a pas la société, il n'a pas la technique, il est habitué à se satisfaire du nécessaire, comme Balou. Donc vraiment, il mange, il dort et il n'y a rien de plus que ça, hein. Et troisième point assez important pour Rousseau, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la question de la santé, c'est un truc qui le tracasse énormément. Si certains d'entre vous ont fait l'effort de lire le premier discours, il y a énormément de trucs sur la médecine. Il dit voilà, l'homme dans la nature, en plus, il n'est pas souvent malade.
Parce que il est tout le temps en train de faire de l'effort dans la nature, il est toujours en train de bouger, il n'est pas sédentaire, donc il est en bonne santé. Et de toute façon, s'il commençait à devenir trop malade, il mourrait assez vite. Donc de toute façon, tout le monde est en moyenne en assez bonne santé dans l'état de nature. Donc voilà, ça c'est le portrait physique, comme il dit. Et alors ça c'est important parce qu'il y a une citation de Rousseau dans ce passage qui est assez souvent tirée de son contexte. Ça, vous pouvez la trouver souvent, c'est une citation du Second Discours qui dit «L'homme qui médite est un animal dépravé». C'est souvent utilisé pour dire que Rousseau pense que quoi, à partir du moment où on pense, on n'est plus naturel et c'est pas bien. Mais c'est pas du tout ce que dit Rousseau, hein. Il dit voilà, juste en termes de santé, vu que quand l'homme commence à réfléchir, il fait moins d'exercice physique, donc il est en moins bonne santé. L'homme qui réfléchit est un animal dépravé, mais juste du point de vue de la santé, hein. Il dit voilà, si la nature nous a destinés à être sains, j'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre nature et que l'homme qui médite est un animal dépravé. Mais le but que nous a donné la nature, on va voir, c'est justement pas juste d'être en bonne santé. On a des buts plus élevés qui demandent la raison. Mais donc, voilà, faites attention à cette citation parce qu'elle est souvent sortie de son contexte. Alors, du point de vue moral, est-ce que l'homme dans la nature, il est bon ou est-ce qu'il est méchant? Alors, souvent, on a cette idée de Rousseau qui dit, voilà, l'homme dans la nature, il est bon. Voilà, c'est un peu le bon sauvage, il est gentil, il est empathique. Mais en fait, ce que dit Rousseau, c'est oui, l'homme dans la nature, il est bon au sens où il n'est pas méchant. Hein, c'est vraiment la barre minimale, quoi. Pourquoi? Parce qu'en général, il ne croise pas d'autres êtres humains. Donc, c'est un peu difficile d'être méchant quand vous ne croisez pas d'autres êtres humains. Alors surtout, il y a cette idée que quand même, il y a un mouvement un peu naturel qui est celui de la pitié qu'on trouve chez l'être humain naturel, on y reviendra. Donc non seulement l'être humain, il croise pas assez souvent ses congénères pour être vraiment dans le vice, parce que le vice, ça suppose d'interagir avec les gens, mais en plus, dans les quelques cas où il se traîne, il y a la pitié qui l'empêche de faire d'être trop cruel, hein. Il sympathise à la souffrance des autres êtres humains dans les rares cas où il les croise. De toute façon, ce que dit Rousseau, c'est que par exemple, il n'y a pas de moyen, par exemple, dans l'état de nature, vous ne pouvez pas exploiter les gens, vous ne pouvez pas être un esclavagiste. Parce que imaginez exploiter les gens dans l'état de nature, c'est quand même. Imaginez essayer d'avoir un esclave dans l'état de nature. Comment vous faites? Vous avez capturé une personne, vous voulez en faire votre esclave, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de le surveiller en permanence, parce que vous n'avez pas de personne pour le surveiller à votre place. Si vous prenez un deuxième esclave pour surveiller le premier esclave, en lui disant, voilà, surveille-le, lui, il te surveille, moi je pars faire quelque chose, probablement que ça va pas très bien se passer. Non, c'est vraiment l'argument de Rousseau, c'est-à-dire il peut pas y avoir d'exploitation, de domination dans l'état de nature, parce qu'il n'y a pas les moyens mis en place, il faut qu'il y ait un contrôle social assez général pour que ces choses-là se mettent en place. Alors, chose importante, ce que dit Rousseau, c'est en plus, dans les rares cas où les êtres humains se croisent et ils se font du mal les uns les autres, ça en reste là. Ça, c'est une thèse importante de Rousseau. C'est que Rousseau distingue deux choses. Il distingue l'amour de soi et l'amour propre. C'est deux concepts importants chez Rousseau. L'amour de soi, c'est votre envie de vous préserver. Vous voyez à peu près le truc. Vous aimez votre existence. Voilà. L'amour propre, c'est ce qui vous dit, c'est ce qui vous, c'est ce qui, quand vous vous sentez concerné par l'opinion que les autres ont de vous. L'amour propre, c'est vouloir que les autres aient de vous une certaine opinion positive ou vous donnent de l'importance. Est-ce que vous voyez la différence? Ce que Rousseau dit, c'est que dans la société humaine, quand il y a quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre, en général, ça s'envenime et ça prend des proportions énormes qui vont finir en conflit parce que l'amour-propre se rajoute. Voilà, si quelqu'un vous a fait du mal, voilà, si quelqu'un vous a marché sur le pied par accident et ne s'excuse pas, l'homme de la nature, il dit, bon, voilà, j'ai pas eu trop mal, c'est pas grave. Là, vous êtes dans l'amour-propre, vous dites, ouais, tu vas pas respecter, excuse-toi, et puis voilà, ça va commencer comme ça va escalader, vous allez frapper en retour, lui-même va se sentir pas assez respecté. Donc il y a vraiment l'idée que l'escalade de la violence, pour Rousseau, ça suppose l'existence de l'amour-propre. Hein. Ce qui vous blesse le plus quand en général vous fait du mal, c'est pas tant la blessure elle-même que ce que vous vous imaginez de ce que ça veut dire sur ce que les autres pensent de vous. Hein. C'est-à-dire, voilà, si on se permet de me traiter comme ça, c'est qu'on me respecte pas assez, alors je vais faire en sorte qu'on me respecte, etc. Et ce que dit Rousseau, c'est voilà, à partir du moment où l'homme de la nature, il a survécu à la rencontre un peu douloureuse avec un autre être humain, il va pas passer toute sa nuit à se dire, ah mon Dieu, comment il m'a traité, comment je pourrais me venger, ah il va voir, etc. Hein, l'idée, c'est que la vengeance, elle sort de l'amour propre. Mais l'amour de soi, c'est juste, bon, j'ai réussi à survivre, c'est très bien, passons à autre chose, quoi. Oui, L'amour propre chez Rousseau a la même signification que chez Pascal. oui, parce que, ouais, à peu près, ouais. On est sur sur la même idée, c'est que c'est pas le seul désir de conservation, c'est l'amour de mon propre, c'est la vision que j'ai de moi-même et de l'image que les autres ont de moi. Ouais.
Voilà, et ensuite, surtout très important, et là vous allez reconnaître certaines philosophies antiques, une des causes de la violence et de la misère dans la société, mais on va y revenir parce que Rousseau n'est pas aussi catégorique, c'est quand même l'amour passionnel, hein. Mais dans la nature, le désir sexuel ne se transforme jamais en amour passionnel, parce que l'amour passionnel, c'est quelque chose qui n'existe que dans la vie en société. Donc ça, vous retrouvez clairement des influences antiques, hein, à la fois les épicuriens et les stoïciens, alors plutôt les stoïciens pour Rousseau quand même. Cette idée que l'amour passionnel, c'est pas quelque chose qui existe à l'état de nature. On voit les animaux, il n'y a pas d'amour passionnel. Ils font leur truc, ils se séparent et tout va bien. Donc vraiment, l'idée que Rousseau dépeint de l'homme dans l'état de nature, c'est qu'il est bon, mais dans le sens où il n'a pas vraiment de raison ni d'occasion de faire le mal. Hein, c'est pas quelqu'un qui contrôle ses passions avec une sorte de vertu. Encore une fois, je vous invite à lire le livre parce que je radonne beaucoup, mais c'est pas l'ingénu de Voltaire, qui est cet homme un peu sauvage qui a un tel contrôle de lui, qui réfléchit toujours avant d'agir, parce que justement il a le contrôle de toutes ses passions. Là, c'est juste un animal qui n'a pas l'occasion de faire du mal. Et dans ce cas-là, il est bon factuellement parce qu'il n'a pas les motifs et il n'a pas l'occasion de faire le mal. Mais c'est vraiment le niveau le plus bas de la bonté pour Rousseau, hein. C'est pas un modèle, c'est bien ça qu'il faut voir. C'est juste, bon, il n'est pas méchant, mais il n'est pas gentil dans le sens vertueux, quoi. Il est gentil dans le sens où un chaton qui peut pas vous griffer peut être gentil, quoi. Alors, du point de vue politique, troisième point, l'homme de l'état de nature, comme je dis, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité de pouvoir, car il n'y a pas le moyen d'instaurer des inégalités de pouvoir en l'absence de société. Donc c'est vraiment l'argument que j'ai donné. Voilà, il n'y a pas moyen d'attacher de façon durable, de soumettre de façon durable un autre être dans la nature. Il faut pour ça pour être un esclavagiste, il faut qu'il y ait un système de police et une société qui garantissent le fait que si votre esclave essaye de s'échapper, il va être puni, il va être ramené, etc. Mais ce que dit Rousseau, c'est là, il ne peut pas y avoir de domination assez durable. Et surtout, ce que dit Rousseau, c'est qu'il ne peut pas y avoir de grandes inégalités dans l'état de nature. Pourquoi? Il dit, voilà, il y a des inégalités naturelles, il y a des gens qui sont plus forts, plus intelligents, plus beaux, plus doués, je ne sais pas pour quel truc, intéressant. Mais ce que dit Rousseau, c'est qu'elles vont rarement se traduire dans des inégalités durables et fortes. Alors, par exemple, ce que dit Rousseau, c'est dans l'état de nature, on ne peut pas vraiment avoir de richesse, de gens qui sont beaucoup plus riches que d'autres, parce que quelles sont les ressources que vous stockeriez? Les seules ressources qui comptent dans l'état de nature, ça va être l'eau et la nourriture. Et alors, si vous décidez de stocker toute la nourriture dans votre petit campement, ben, c'est pas une richesse qui va durer très longtemps. Ça va forcément pourrir, se dégrader. Et de toute façon, tous les gens pourront venir se servir à un moment donné. Il ne peut pas y avoir d'écart de richesse trop fort dans l'état de nature, hein. Voilà, donc l'idée, c'est que dans l'état de nature, il y a des inégalités naturelles, mais ne se transforment pas en inégalité de statut, en inégalité sociale. Alors, je vais lire le passage parce qu'il est assez connu, hein. Mais quand la nature affecterait dans la distribution de ses dons autant de préférences qu'on le prétend, quel avantage les plus favorisés en tirerait-il au préjudice des autres dans un état de choses qui n'admettrait presque aucune sorte de relation entre eux? Là où il n'y a point d'amour, de quoi servira la beauté? Que sert l'esprit à des gens qui ne parlent point et la ruse à ceux qui n'ont point d'affaires? J'entends toujours répéter que les plus forts opprimeront les faibles, mais qu'on m'explique ce qu'on veut dire par ce mot d'oppression. Les uns domineront avec violence, les autres gémiront asservis à tous leurs caprices. Voilà précisément ce que j'observe parmi nous, mais je ne vois pas comment cela pourrait se dire des hommes sauvages, à qui l'on aurait même bien de la peine à faire entendre ce que c'est servitude et domination. Un homme pourra bien s'emparer des fruits qu'un autre a cueillis, du gibier qu'il a tué, de l'antre qui lui servait d'asile, mais comment viendra-t-il jamais au bout de s'en faire obéir? Et quelles pourront être les chaînes de la dépendance parmi les hommes qui ne possèdent rien? Si l'on me chasse d'un arbre, j'en suis quitte pour aller à un autre. Si l'on me tourmente dans un lieu, qui m'empêchera de passer ailleurs? Se trouve-t-il un homme d'une force assez supérieure à la mienne, et de plus assez dépravé, assez paresseux et assez féroce, pour me contraindre à pourvoir à sa subsistance pendant qu'il demeure oisif? Il faut qu'il se révolte à ne pas me perdre de vue un seul instant, à me tenir lié avec un très grand soin durant son sommeil, de peur que je m'échappe ou que je ne le tue. C'est-à-dire qu'il est obligé de s'exposer volontairement à une peine beaucoup plus grande que celle qu'il veut éviter et que celle qu'il me donne à moi-même. Donc ce que je disais, voilà, si vous devez avoir un esclave dans l'état de nature qui fait des choses à votre place, vous êtes obligé d'être toujours derrière son dos et d'aller vérifier ce qu'il fait. Donc c'est pas très intéressant, il n'y a pas d'intérêt à en avoir, hein. Après tout cela, sa vigilance se relâche-t-elle à un moment, un bruit imprévu lui fait-il détourner la tête, je fais 20 pas dans la forêt, mes fers sont brisés et il ne me revoit jamais de sa vie. Sans prolonger inutilement ces détails, chacun doit voir que les liens de la servitude n'étant formés que de la dépendance mutuelle des hommes et des besoins réciproques qui les unissent, il est impossible d'asservir un homme sans l'avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer d'un autre, situation qui n'existant pas dans l'état de nature, il laisse chacun libre du joug et rend vaine la loi du plus fort.
C'est vraiment l'idée, il ne peut pas y avoir de loi du plus fort dans l'état de nature, parce que la force ne se traduit pas en domination. Parce que je ne dépends pas assez des autres. Je peux toujours me passer des autres en état de nature. Les ressources, elles sont dans la nature. Je ne suis pas lié à un endroit précis. Ma survie, elle ne dépend pas d'un être humain. Donc, dans ce sens-là, on va voir pour Rousseau, je suis toujours libre d'aller ailleurs, de disparaître, et je ne dépends absolument pas des autres. Donc, ça, c'est le point important en état de nature selon Rousseau. Les inégalités naturelles, si elles existent, ne se transforment pas en inégalités de statut et de richesse et ne se transforment pas en domination. Hein. Ça, il faut la société pour arriver à ce stade-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on va sortir de l'état de nature, selon Rousseau? Alors, il y a plusieurs causes. Il y a une cause qui se trouve en l'homme, et ça rejoint ce que j'ai dit la dernière séance. C'est que Rousseau va défendre une thèse célèbre, c'est que ce qui distingue l'homme des animaux, pour Rousseau, c'est pas la raison, c'est ce qu'il appelle la perfectibilité. Alors, qu'est-ce que c'est la perfectibilité? C'est la capacité de l'homme à ne pas avoir un mode de vie fixé, instinctif, mais à pouvoir changer de façon de vivre, en fait. Ça, rappelez-vous, hein, c'est ce qu'on trouvait chez Pic de la Mirandole, cette idée que la particularité propre de l'homme, l'essence de l'homme, c'est une liberté qui lui permet de changer radicalement de mode de vie. Donc les êtres humains, les animaux pour Rousseau, instinctivement vont continuer à vivre toujours de la même façon, en suivant les mêmes instincts, le même mode de vie. Donc il n'y a pas de notion d'évolution des animaux. Mais l'être humain, lui, il a une liberté que lui a donnée l'être humain. On va voir que c'est très important pour la suite. Il a un libre arbitre qui lui permet de dire, voilà, peut-être que naturellement j'ai envie de vivre comme ça, peut-être que j'ai certains instincts, mais je peux toujours décider de vivre de façon radicalement différente de ce que mes instincts me suggèrent. Hein. Par exemple, comme je disais, hein, l'être humain peut décider de se nourrir de plein de choses différentes, de vivre dans plein de milieux différents, et donc il a le moyen de transformer son existence. Cette idée, c'est celle de la perfectibilité, et ça, c'est un concept de Rousseau qui va avoir beaucoup de succès, à la fois en philosophie, mais aussi dans tout ce qui va être les mouvements pédagogiques hein, qui vont être lancés par Rousseau, cette idée que voilà, vous êtes tous perfectibles, et donc en tant qu'enseignant, c'est notre devoir d'a- d'accepter cette perfectibilité et de l'encourager. Oui, Et avant, oui, par rapport à la pitié, ouais. est-ce qu'il considère donc que la pitié ou la compassion est quelque chose de naturel? Oui, tout à fait. Donc il fait une différence, du coup, il fait justement dans l'Émile, il y a tout un passage sur comment on passe de la pitié à la morale, parce que la pitié, c'est vraiment une base très naturelle, mais qui a plein de défauts. Par exemple, on a plus pitié des gens qui nous ressemblent, et surtout Rousseau a vraiment cette idée qui est assez bizarre, qui est on a pitié des gens qui souffrent, mais par contre, la pitié ne va pas jusqu'à nous permettre d'être heureux pour les gens qui sont heureux. D'après Rousseau, ça n'est pas très naturel, ça, pour l'être humain. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur Rousseau. Mais oui, c'est un mouvement naturel. On va dire, les premiers, un peu les germes naturels qu'aurait pu mettre Dieu dans les êtres humains pour éviter qu'ils s'entretuent. Oui. Ça veut dire que si on se bat avec un autre être humain pour récupérer de la nourriture, imaginons, bah, on va pas l'achever. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ça ne t'apporte rien. Déjà. Voilà, alors on va pas faire du mal gratuitement. Il a dit qu'il n'y a pas d'attraction du mal pour le mal, quoi. On peut comprendre, pour Rousseau, l'homme dans la nature peut en battre un autre pour prendre les aliments, parce que ça c'est bon, mais il n'y aura pas il y aura pas le plaisir sadique de faire souffrir l'autre être, quoi. Pour l'homme en société, ça change, mais en tout cas pour l'homme dans la nature, il n'y a pas. Ouais, c'est à peu près ça. Mais bon. Donc ça, la première chose qui va nous permettre de sortir de l'état de nature, c'est la perfectibilité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Rousseau insiste beaucoup, et c'est là qu'il rejoint en fait les théories des Lumières, cette idée qu'il y a un être humain naturel et il peut changer, il a le pouvoir de changer. Et ça, ça c'est quelque chose qu'on trouvait déjà chez Voltaire. Il y a l'idée que ce changement, il peut se faire pour le mieux, mais il peut aussi se faire pour le pire. Hein. Donc l'être humain, donc l'idée c'est qu'en fait, on peut dire que l'humain de l'état de nature, c'est un peu le mode par défaut. Et l'humain peut faire usage de la perfectibilité pour devenir meilleur et complètement accompli, mais il peut aussi faire usage de cette capacité à changer, qu'on appelle perfectibilité, pour devenir encore pire que l'homme de l'état de nature. Alors tout le principe de Rousseau, hein, je spoil un peu, c'est l'idée que jusque-là, on a quand même fait un usage de notre perfectibilité qui était plutôt pas terrible, et ce serait bien qu'on change un peu et qu'on fasse un usage meilleur. Hein. Parce que comme vous le sentez, il y a vraiment l'idée que finalement, on l'a utilisé cette perfectibilité pour rendre l'humain encore pire que l'homme de l'état de nature. Alors, mais bon, ça, c'est la capacité qui nous permet de sortir d'état de nature, mais quels sont les événements qui nous permettent de sortir d'état de nature? Eh bien, il y a deux grands événements selon Rousseau. Déjà, c'est que l'homme, il est perfectible, donc il peut développer des techniques, il peut développer de nouveaux modes de vie, et ce mode de vie va l'amener à devenir sédentaire et à créer un habitat. Donc, vous voyez, ça correspond assez bien à ce qu'on sait de l'histoire de l'humanité jusqu'ici. L'idée est que l'homme était à la base nomade, mais le progrès de la technologie va le rendre sédentaire.
Et la sédentarité, ça va marquer le début de la vie en famille. Et la vie en famille, c'est quand même le début de la vie en société. C'est déjà une société. Et surtout, ça va commencer à créer une première forme de dépendance, selon Rousseau, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui la division sexuelle du travail. C'est à partir du moment où vous êtes une famille et vous vivez ensemble, il va y avoir des tâches qui vont être plutôt assignées aux femmes, s'occuper des enfants, bien sûr. Mais Rousseau dit que c'est assez naturel. Enfin, il y a toute une théorie selon laquelle, voilà, les femmes, elles sont tout le temps enceintes à partir du moment où on vit en société. Quand on est enceinte, c'est plus facile de rester à la maison, donc les femmes vont s'occuper des trucs à la maison. Ça va se faire assez naturellement dans ce sens-là, tandis que l'homme reste mobile, donc il peut aller se balader et faire d'autres trucs, hein. Donc l'idée, c'est que c'est pas naturel au sens où c'est un instinct, mais c'est un truc qui s'impose assez facilement à partir du moment où des gens vivent ensemble et se rendent compte qu'on peut séparer les tâches de cette façon. Alors, qu'est-ce que c'est le problème de la division sexuelle du travail? C'est que ça crée une première forme de dépendance qui, celle-là, n'est pas trop problématique pour Rousseau, on verra. C'est l'idée que, bah, par exemple, les femmes vont dépendre des hommes pour leur subsistance. Donc, on a déjà un premier type de dépendance, mais celui-là, il est tout à fait naturel, donc il n'y a pas de problème. Enfin, on verra qu'il y a des lectrices plus féministes de Rousseau qui vont insister sur le fait que, hey, mais en tout cas, pour Rousseau, c'est pas un problème. Et surtout, il y a l'idée que Rousseau dit, voilà, dans l'état de nature, il était possible parce on vivait dans une nature abondante qui fournissait des ressources facilement. Mais on peut imaginer, dit Rousseau, à un moment qu'il y a eu une diminution des ressources due à des catastrophes naturelles et que du coup, les hommes ont dû commencer à coopérer entre eux pour survivre, par exemple pour chasser des proies plus difficiles, hein. Donc là, c'est le début de la coopération et ça amène les premières communautés à se former, selon Rousseau. Donc là, on entre dans l'homme de l'état social, qui est plus complètement l'état naturel. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Rousseau dit, voilà, bon, bah, ce premier état de société, cette première société bah, primitive dans le sens où les premières sociétés, il faut prendre primitive dans ce sens-là, elles vont amener des transformations dans l'être humain. Donc ça, vous commencez à connaître par cœur, parce qu'on l'a déjà cité 3 fois depuis le début du cours, l'augmentation des besoins. L'idée, c'est que comme l'homme est sédentaire, comme il vit ensemble, les techniques se développent, on crée de nouvelles choses, et on crée de nouveaux besoins. L'idée, c'est que, rappelez-vous, hein, pour Rousseau, on crée quelque chose de nouveau. Au début, c'est un luxe, c'est quelque chose qui est nouveau, qui nous apporte du bonheur, mais si on l'avait pas, ça nous manquerait pas. Et au fur et à mesure, on s'habitue, ça devient quelque chose qui nous est habituel, ça nous apporte plus autant de bonheur. Mais par contre, si on l'avait plus, bah, ce serait difficile, hein. Donc là, vous êtes trop jeune, mais par exemple, imaginez une époque où les téléphones portables n'existaient pas. Eh ben, ça nous, comment? C'est un mythe. C'est mon temps. Voilà. Et franchement, il y a des choses, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai, on se dit, mais comment on ferait? Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais juste par exemple, hier, je devais aller à Lausanne pour une conférence, et je ne connaissais pas du tout l'endroit où je devais aller. Ben, c'était assez facile, j'ai regardé le plan sur mon portable, mais je vous dis, à une époque, c'était toute une préparation quand on allait dans un endroit qu'on ne connaît pas pour trouver la destination. Ou par exemple, si vous vouliez parler à un copain quand vous étiez jeune, il fallait réserver un horaire très précis sur lequel on allait parler sur le téléphone de la maison, dans la pièce où tout le monde vous entendait. Voilà, c'était toute une histoire. Alors effectivement, maintenant on se dit, eh, franchement, ce serait vraiment trop dur de revenir à cet état-là. Mais à l'époque, bon, bah, c'était comme ça, quoi. On ressentait pas le manque de ce qu'aujourd'hui on pourrait ressentir si on se remettait dans cette situation-là. Donc vraiment, ça c'est un des arguments principaux de Rousseau, c'est la technique développe le confort, mais contrairement à ce que disait Voltaire, elle ne nous rend pas plus heureux, parce qu'on a ce phénomène où on s'habitue aux choses et on revient juste à notre niveau de base. Mais par contre, si on nous les retire, là, ça devient douloureux, hein. Donc, la vie en société amène l'augmentation des besoins, parce que vous rappelez-vous, la vie en société, elle se fait avec la sédentarité, donc déjà on s'habitue à avoir une maison, hein. Vous êtes bien content d'avoir une maison, hein. Mais, Rousseau, il vous dit, voilà, si vous étiez dans l'état de nature, ça ne vous manquerait pas, les maisons. Et maintenant, si on vous foutait dehors, bah, ça vous manquerait peut-être un petit peu quand même, hein. Voilà, donc vous avez de nouveaux besoins, vous êtes plus dépendant que vous ne l'étiez avant. Et la vie en société, elle amène l'apparition de l'amour-propre, hein, c'est ce que dit Rousseau. À partir du moment où les êtres humains vivent ensemble, eh ben, ils vont se comparer les uns les autres. Alors, je lis le passage parce qu'il est assez joli. Alors, c'est vraiment une vision un peu. On est au 18e, hein, la vie sauvage, c'est calqué sur les récits qu'on a d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud, hein. On s'accoutuma à s'assembler devant les cabanes autour d'un grand arbre, le chant et la danse, vrais enfants de l'amour et du loisir, devinrent l'amusement, ou plutôt l'occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent, devint le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et vers le vice en même temps.
De ses premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie, et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence. Sitôt que les hommes eurent commencé à s'apprécier mutuellement et que l'idée de la considération fut formée dans leur esprit, chacun prétendit y avoir le droit et il ne fut plus possible d'en manquer impunément pour personne. Hein. Voilà, les êtres humains vivent ensemble, certains sont plus estimés que d'autres, les autres voient que certains sont plus estimés que d'autres, se disent que moi aussi je voudrais être estimé quand même, et donc réclament de l'estime. Et pour Rousseau, c'est la naissance des codes. Hein. C'est pour ça qu'on doit tous, alors plus maintenant, mais à l'époque, on doit lever son chapeau et dire monsieur, comme si on respectait tous les gens qu'on croisait, alors que c'est pas le cas. Mais on n'a quand même pas trop envie de contrarier les gens parce que c'est quelque chose sur lequel ils sont très pointueux. Donc c'est la naissance de l'amour-propre selon Rousseau. Alors on pourrait penser que c'est une condamnation de cet état, mais cet état, alors je ne sais pas si je l'ai ici, je crois que j'ai pas la citation. Dans le texte, Rousseau explique, voilà, que quand même, cet état, c'est l'époque la plus heureuse et la plus durable. C'est un état qui, pour Rousseau, est meilleur que la vie dans l'état de nature. Pourquoi? On verra, parce qu'il correspond à la destination de l'être humain. L'homme est fait pour vivre en société, pour Rousseau. Pourquoi? Alors, on verra plus en détail, mais son idée, c'est que l'homme est fait avant tout pour être vertueux et moral, et comme on l'a vu, être vertueux et moral dans la nature, c'est à la fois un peu trop facile et pas très faisable parce qu'il n'y a pas trop d'occasion d'être vertueux. Hein. C'est un peu comme si vous disiez je résiste à la tentation, si vous êtes enfermé dans un cachot où vous ne voyez rien. Alors effectivement, vous êtes très très vertueux, mais on n'est pas très très impressionné. Voilà. Donc, et c'est l'époque la plus heureuse et la plus durable. Donc il y a les défauts qu'on vient de citer, mais c'est cette époque-là qui est, c'est ça qui est le modèle de la bonne société humaine pour Rousseau. Oui. Dans le texte, avant, c'est marqué funeste bonheur. Ouais. Juste. Où ça? Dans quelle phrase? Celle qui était ici? Euh, non, Alors, c'est dites-moi la phrase dans le texte, oui. c'est sûr. La vanité et le mépris, la honte et Oui, l'envie. exactement. Ouais. Composé funeste au bonheur et à l'innocence. Oui. Alors, je dois l'avoir, voilà, ici, funeste au bonheur et à l'innocence. Donc l'idée, c'est que la vanité, tout ce qui tourne autour de l'amour-propre, c'est un facteur négatif qui naît de la vie en société. Mais ça n'empêche pas que la vie en société, c'est l'état le meilleur que puisse avoir l'humain. C'est un peu toute la difficulté, c'est que la vie en société, c'est par là que l'homme se réalise, mais ça introduit un certain nombre de problèmes. Hein, il n'y a pas d'état parfait, si vous voulez. La vie en société, c'est ça qu'on doit viser, mais la vie en société amène tout un tas de problèmes qu'il va falloir gérer. Oui. L'amour de soi, c'est un produit de la nature? Non, non, non. À l'amour de soi, oui. Oui, oui, c'est le réflexe naturel, c'est l'idée qu'on trouve chez tous les êtres humains, les animaux, selon Rousseau. C'est l'instinct de conservation. On a traduit ça comme ça maintenant, quoi. Donc ça, c'est naturel, oui. C'est quoi qui l'a motivé à écrire? Enfin, c'était quoi la raison derrière son écriture? Parce qu'il s'est vachement cassé la tête, je trouve. Mhm. Et en fait, il y avait bon, c'était pour quelle finalité finalement? Alors, on en a parlé un peu la semaine dernière. L'idée, c'est que Rousseau, c'est un genevois. C'est très important. Non, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui a été élevé, on va dire, dans un milieu qui, pour l'époque, est très égalitaire. C'est une république, Genève, les citoyens ont le droit de voter. Il y a vraiment une insistance sur le fait que les différences de richesse ne doivent pas être trop visibles à Genève à l'époque, petit héritage du protestantisme. Il y a une sorte de sobriété. Et Rousseau, c'est un Genevois qui se retrouve à Paris. On va dire que Paris, à l'époque, c'est pas une société très égalitaire. Donc il y a vraiment ce contraste-là qui le frappe, à se dire voilà, comment est-ce que des êtres humains peuvent arriver à accepter un tel niveau d'inégalité, avec des nobles, un roi qui sont tellement au-dessus des gens les plus pauvres, vraiment, c'est l'écart des richesses en France, l'écart des statuts est démesuré par rapport à celui qu'on pouvait trouver à Genève et en Suisse, où il a été élevé. Il y a vraiment ce choc culturel quand même derrière toute la pensée de Rousseau. D'ailleurs, le second discours, pour ceux qui l'ont lu, hein, la préface, les premières pages, c'est quand même une dédicace à la République de Genève, qui explique à quel point la République de Genève, c'est top, quoi. Alors, je crois qu'ils sont pas trop appréciés pour tout un tas de raisons, mais il y a vraiment cet élan d'amour pour la démocratie genevoise, etc., comparé à ce qui est la monarchie absolue en France, quoi. C'est vraiment quelque chose pour dire, voilà, tout ça, cet état-là, il n'est pas naturel, en fait. On n'a pas aucune raison de l'accepter, d'accepter ce niveau d'inégalité-là. Est-ce que ça va comme ça? Ça répond un peu à la question. Hein? Est-ce que ça répond à la question? Ouais, partiellement, je crois. Après, pourquoi est-ce qu'il fait ça alors que ça lui pose des problèmes? C'est la vertu. Voilà, ça va être ça la réponse de Rousseau. Oui. En négatif, est-ce qu'il donne des exemples du coup de ce qui est bien et est-ce qu'il donne des solutions pour cette vérité?
Alors, bon, la vanité, c'est pas quelque chose qu'on peut tourner de façon bonne, hein. C'est quelque chose dont il faut s'accommoder. Comme il dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait les titres de politesse. Il faut au moins donner l'impression que tout le monde est respecté également, mais le mieux, ce serait d'avoir un système politique dans lequel tout le monde est effectivement respecté également. Mais donc ça nous amène un peu plus loin dans le cours. Donc la solution va plus être sur le système politique que des solutions individuelles, quoi. Alors, comme je disais, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que cette sortie d'état nature, Rousseau explique tous les problèmes qu'elle commence à poser, mais ces premières sociétés, c'est le modèle de la société. Il faut vraiment voir que pour Rousseau, d'une certaine façon, Genève, à l'époque, c'est un peu comme les sociétés de bons sauvages, un peu différent, mais il y a quelque chose d'assez semblable. Alors, qu'est-ce qui est fondamentalement important? Qu'est-ce qui fait que ces premières sociétés, elles sont bonnes selon Rousseau? Eh bien, ça, c'est très important, c'est ce qu'il faut garder en tête. Ces sociétés, elles sont bonnes parce que ce sont des sociétés d'humains qui vivent ensemble, mais dans lesquelles les humains ne sont pas dépendants les uns des autres. Ça, c'est très important. Rousseau dit, voilà, ces premières sociétés qu'il imagine, les humains vivent ensemble, mais chacun va trouver sa subsistance dans la forêt, dans la nature, et ils sont ensemble, ils profitent de la présence des uns des autres, mais il n'y a pas de relation de dépendance. En fait, Rousseau, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la dépendance. Pour ça, il est très cynique. L'idée, c'est que tous les problèmes, les grands problèmes naissent à partir du moment où vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre. Par exemple, si on repart sur la vanité, imaginons que telle personne insiste pour que je la respecte, mais moi, je trouve qu'elle n'est pas très respectable, alors je la respecte pas. Ben, voilà, c'est dommage pour elle, mais dans cette société-là, ça va pas me poser spécifiquement de problème, hein, parce que j'ai pas besoin de cette personne-là pour survivre. Si maintenant la personne pas respectable qui demande à être respectée, c'est le prof ou mon patron, eh ben, vous voyez que vous n'avez pas trop le choix quand même, hein. C'est dommage. Et là, on a un problème. Vous voyez? Donc l'idée, c'est vraiment la clé de tout, c'est la dépendance. Et vraiment, ces sociétés-là, ce sont des sociétés d'hommes, d'êtres humains libres. Libres dans le sens, pas juste libres politiquement, pas libres où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais libres au sens le plus important pour Rousseau, ils ne dépendent pas les uns des autres. Donc ils sont vraiment libres d'être eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas besoin de cacher leur personnalité, leurs opinions pour rester avec les autres, parce qu'ils n'ont pas besoin des autres. Alors ça, c'est la société parfaite. Et comment est-ce qu'on va quitter cette société parfaite? Mais avec un grand problème, selon Rousseau. Le problème fondamental, c'est ce qu'on va appeler la division sociale du travail. Vous avez tous fait ça en économie. Hein, vous savez, la division sociale du travail, c'est l'idée que finalement, tout le monde ne fait pas les mêmes tâches. Dans la nature de ce que dit Rousseau, c'est que tout le monde fait les mêmes tâches. Tout le monde va principalement chercher de quoi vivre, de quoi nourrir, accessoirement de quoi se construire une maison et décorer la maison, hein, dit Rousseau, mais ça c'est déjà du luxe. Mais tout le monde fait la même chose, personne n'a besoin les uns des autres. La division sociale du travail, vous voyez, on est déjà sur une pensée économique un peu développée, c'est l'idée que dans une société, on fait des choses complémentaires, hein. Certains vont produire la nourriture, d'autres vont produire les produits informatiques, d'autres vont donner les cours, d'autres vont produire les divertissements qu'on consomme sous forme de livres à la télé, etc. Donc l'idée, c'est que chacun fait une tâche différente, mais personne ne fait l'ensemble des choses cruciales. Donc on a tous besoin les uns des autres, en fait. Donc on est tous, la division sociale du travail, c'est l'idée qu'on est tous interdépendants. Alors la division sociale du travail, c'est quelque chose qui est déjà discuté dès Platon, et que les économistes anglais de l'époque discutent beaucoup, hein. Cette idée que finalement, comment les sociétés avancent grâce à la division sociale du travail, hein. C'est parce qu'il y a des mecs, c'est parce que 1% de la population va s'occuper de produire la nourriture qu'on peut libérer les 99% autres à faire autre chose, de la science, de l'art, des choses comme ça, hein. Mais ce que dit Rousseau, ben, le problème par contre de la division sociale du travail, c'est que ça nous rend interdépendants. On n'est plus autonome, on a besoin des autres pour notre survie. Et ça, c'est un problème. Alors, quels sont les deux grands événements qui vont entraîner la division sociale du travail? Ben, c'est d'un côté ce que dit Rousseau. Rousseau accuse clairement deux choses, c'est la métallurgie et l'agriculture. Alors pourquoi? Déjà parce que l'agriculture, selon lui, ça développe une idée très pernicieuse, celle de l'idée que la terre appartient à quelqu'un en particulier. Jusque-là, la terre, voilà. En fait, ce que dit Rousseau, c'est qu'il y a un certain sens de propriété qui est assez naturel, qui vient assez naturellement à l'homme. C'est si j'ai construit cette petite poterie-là pour ma maison, bah, c'est ma poterie, c'est moi qui l'ai construite. Et Rousseau dit, ouais, non, ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais le problème, ça va vraiment être à partir du moment où l'homme se fait sédentaire, on va commencer à pratiquer l'agriculture. Et comme il y a des gens qui vont travailler sur des terres pour les cultiver, va se développer l'idée que la terre appartient à des gens. Que donc la source des moyens de subsistance appartient à certaines personnes. Et là, ça commence à devenir un peu plus difficile pour Rousseau.
Parce que ça va augmenter la dépendance. Hein. Si vraiment la source des moyens de subsistance, elle appartient à des gens, alors on devient très dépendant de ces gens-là en particulier. Euh, Alors, du coup, ce que dit Rousseau, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer que certaines inégalités naturelles vont se transformer en inégalités sociales. Parce que imaginons effectivement qu'il y a des gens qui soient un peu plus costauds, un peu plus doués pour travailler la terre, ou même qu'il y ait une sorte de truc où ça les passionne de travailler la terre. Donc pendant que les autres sont tranquilles, eux, ils ratissent tous les champs possibles. Et ils disent, bah, c'est moi qui les ai travaillés, ils sont à moi. Bah, ces gens-là vont commencer à détenir des biens essentiels et vont devenir riches dans un sens qui compte. Vous voyez. Ah. Donc c'est là qu'apparaît la distinction entre riches et pauvres, et donc les premiers grands rapports de domination. Il y a des gens qui possèdent les moyens de subsistance, surtout en plus l'agriculture, donc ça, Rousseau n'en parle pas trop, mais l'agriculture, ça se stocke quand même beaucoup plus que la plupart des aliments qu'on trouve naturellement. Stocker des fruits, c'est dur. Stocker du blé, ben, si on appelle l'argent le blé, c'est bien qu'il y en a raison. Non, mais vraiment, le blé, ça se stocke, c'est un symbole de. C'est une richesse stockable, par exemple. Beaucoup de céréales sont des richesses stockables. Et donc, comme apparaît un premier rapport de domination entre riches et pauvres, la société se change, certaines personnes dépendent des autres pour leur subsistance, et c'est le développement de ce que Rousseau ne supporte pas, c'est l'apparition de l'hypocrisie. Hein, comme je disais tout à l'heure, puisque votre subsistance, elle dépend de la personne qui a travaillé le champ et qui l'a cultivé, vous devez quand même me faire bonne figure, lui dire oui, oui, et respecter, effectivement lui montrer du respect, même si vous considérez que peut-être il en mérite pas spécifiquement, quoi. Donc vous devez faire semblant, vous devez cacher vos opinions, vous devez avoir vous devez avoir votre personne privée et une personne publique qui n'est pas la même. Et ça, c'est vraiment une des sources du mal-être contemporain pour Rousseau, c'est l'idée qu'on est toujours en train de mentir, on est toujours en représentation permanente. Pourquoi? Ben parce qu'on dépend des autres. Et alors, ceux qui étaient là au premier semestre verront qu'en fait, c'est littéralement les thèses du cynisme, hein, si vous voulez. Rappelez-vous, hein, l'idée des cyniques, c'était de se débarrasser du fait d'avoir besoin des autres. Et une fois que j'ai plus besoin des autres parce que j'ai appris à ne désirer quasiment rien, je peux aller péter en public chez les gens et les insulter. Mais ce que dit Rousseau, c'est bon. En fait, Rousseau est cynique dans ce sens-là, mais par contre, il pense que peut-être le mode de vie cynique, c'est peut-être pas ce à quoi on aspire, quoi. On n'est pas fait pour aller vivre tout seul dans la forêt et se fâcher contre tout le monde. Mais il y a vraiment cette thèse-là qui est reprise du cynisme, l'idée qu'à partir du moment où vous dépendez des autres, vous ne pouvez plus être vous-même, quoi. Vous devez mentir en permanence. Alors j'ai sauté sur la métallurgie. La métallurgie, c'est un deuxième art important parce que pour Rousseau, la métallurgie, c'est un art qui demande une spécialisation. Alors déjà, c'est un art qui se développe en parallèle, main dans la main avec l'agriculture, parce que beaucoup d'instruments d'agriculture nécessitent du métal, le soc de la charrue, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est surtout que la métallurgie, ça demande de la spécialisation, du travail et aussi de la division du travail. Donc ça veut dire que là aussi, on va créer des inégalités entre les gens qui sont spécialisés en métallurgie et d'autres qui n'en ont pas. Alors ce que dit pas Rousseau et qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'anthropologues aussi qui en fait défendent l'idée que la métallurgie, c'est aussi un facteur qui augmente les inégalités dans les sociétés. Pourquoi? Eh ben parce que pour qu'il y ait des inégalités, comme je vous ai dit, un des principaux facteurs des inégalités, c'est la capacité à stocker de la richesse. Hein, je vous ai dit, dans la nature, c'est dur. Le blé, les céréales, ça permet de stocker de la richesse. Et certains anthropologues considèrent que la métallurgie, à l'époque, ça demande tellement de travail et d'efforts que si vous avez un très beau collier, par exemple, en or, vous stockez littéralement l'équivalent de centaines de journées de travail sur vous. Hein. Donc en fait, ça permet le stockage de richesses sous différentes formes. Une épée en métal, c'est déjà en soi hein, quelque chose non seulement d'utile, mais quelque chose qui en fait vaut beaucoup de blé, littéralement, vaut beaucoup de céréales, vaut beaucoup de journées de travail. Donc ça, l'idée c'est que les différences entre riches et pauvres augmentent au fur et à mesure qu'on peut stocker la richesse sous d'autres formes. Et la métallurgie, c'est une forme, jusqu'au moment où on va commencer juste à utiliser des pièces, par exemple, qui sont en métal, qui sont aussi des façons de stocker la richesse. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ce que dit Rousseau, c'est la chose suivante. À un moment donné, l'inégalité entre riches et pauvres est telle que les pauvres n'ont plus quoi subsister, et ils commencent à voler les riches. Réflexe naturel. Et de l'autre côté, les riches, eux, comme ils sont riches, ils veulent garder leur richesse, et ils engagent, par exemple, des gens qui utilisent leur richesse pour faire la guerre aux pauvres. Et donc, l'idée de Rousseau, c'est de dire, voilà, on est enfin arrivé au stade de Hobbes, c'est enfin la guerre de tous contre tous. Hobbes avait raison, sauf que la guerre de tous contre tous, c'est pas du tout un état naturel de l'humanité.
c'est une conséquence des inégalités qui ont déjà été causées par la société. Donc vraiment, c'est un peu le truc de Rousseau de reprendre les théories de ses adversaires en disant, ouais, en fait, c'était vrai en partie, mais c'était pas du tout l'état de nature. C'était déjà un état tout pourri créé par la vie en société. Donc la guerre de tous pour tous, c'est ce stade-là. Et là, attention, on arrive au niveau lockéen. Rousseau dit, et là, les riches, ils ont une idée machiavélique, ils vont proposer un contrat social, qui est celui de Locke. Ils vont dire, voilà, bon, c'est la guerre, on se tape tous dessus, on ne peut pas survivre. Je pense qu'on pourrait mettre en place un gouvernement, par un grand contrat social, comme propose Locke, qui garantira le respect de nos droits respectifs et surtout du droit de propriété. Et là, Rousseau dit, et ça, c'est vraiment la grosse arnaque, parce que effectivement, si toi, tu es riche, tu as tout intérêt à mettre en place un gouvernement qui insiste sur le respect du droit de propriété. Mais bon, le contrat passe, hein, c'est le moment lockéen. Donc là, ce que dit Rousseau, c'est que Locke a raison, il y a vraiment eu un contrat comme ça à un moment donné dans l'histoire. On a créé le gouvernement pour protéger les droits de propriété, mais ce n'est pas l'homme de la nature qui l'a créé, hein. C'est l'homme qui est en train de se taper dessus dans un état où il y a déjà des riches et des pauvres, et où les riches ont tout intérêt à pousser un gouvernement qui défend le droit de propriété. Donc voilà, on crée un gouvernement, et le gouvernement va enfin rendre légitime la différence entre riches et pauvres. Jusque-là, la différence entre riches et pauvres, c'est juste un constat. C'est qu'il y en a qui ont plus que d'autres, parce que pour une raison donnée, ils ont plus travaillé la terre. Alors, ce que dit Rousseau, c'est qu'au début, à la limite, ça pourrait paraître valide, parce qu'il y en a qui ont plus travaillé, donc ils ont plus de richesses. Mais là, j'ai sauté une étape. Ce que Rousseau dit, c'est par contre, les gens qui ont vraiment travaillé, ils ont dit, voilà, ça c'est méchant à moi, je les ai travaillés, et ils vont les léguer à leurs enfants qui n'ont rien foutu, et eux vont être riches sans aucun mérite, quoi. Donc continuer à avoir une distinction entre riches et pauvres qui ne repose plus du tout sur le travail, et qui, par des mariages, vont amener à centraliser les richesses et le territoire dans les mains de certaines personnes. Et ce que dit Rousseau, voilà, c'est là où on a une différence riche-pauvre qui, par succession de générations, ne correspond pas du tout à un travail initial ou quoi que ce soit. Donc vraiment, il n'y a même pas cette légitimité-là. Donc, ils ont besoin de la légitimité de l'État et du contrat de Rousseau et du contrat lockéen qui va dire, oui, oui, ce qui est à vous vous appartient légitimement, pas de problème. Donc, on arrive au gouvernement de Locke dans l'histoire, dit Rousseau, et au début, c'est un gouvernement qui marche selon le système lockéen, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir exécutif qui fait respecter les lois, et il y a des lois qui sont, elles, votées par d'autres personnes, qui sont l'Assemblée des citoyens, etc. C'est le modèle que propose Locke. C'est-à-dire les gens qui gouvernent, ce pas les mêmes que ceux qui font des lois pour éviter des problèmes de conflit d'intérêts tout à fait évidents. Ce que dit Rousseau, c'est au départ. Mais le type qui est dans le pouvoir, petit à petit, il va faire en sorte de s'approprier petit à petit tous les pouvoirs, hein, de s'approprier le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Donc l'État va essayer, le gouvernement, hein, le pouvoir exécutif, va essayer de prendre la main sur tous les pouvoirs qui existent. Et il va y arriver pour deux choses, et vous allez retrouver des thèmes qu'on a vus la semaine dernière. Déjà, le progrès, le luxe fourni par la vie en société ont rendu les citoyens trop mous et indolents pour qu'ils se prennent la peine de se révolter contre la prise de pouvoir progressive du pouvoir exécutif. C'est l'idée, bon, effectivement, on a viré tous les magistrats qui étaient contre le pouvoir, c'est dommage, mais il y a le Super Bowl demain, alors c'est pas grave. Et surtout, l'idée de Rousseau, c'est que de toute façon, les personnes qui sont au pouvoir vont réussir à trouver des complices qui vont aller dans leur sens, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à les soutenir, et en échange de ça, ils vont donner du pouvoir à ces gens-là qui les soutiennent. Donc c'est comme ça que sont créés les ordres et la noblesse selon Rousseau. C'est pas l'idée que les nobles, c'est ceux qui ont triomphé à la guerre et qui ont montré leur valeur, donc on leur donne des titres parce qu'ils étaient meilleurs. Non, c'est juste des gens qui ont été complices de la prise de pouvoir et du putsch du pouvoir exécutif. C'est on dit, voilà, si tu protestes pas et que tu vas dans mon sens, je te donne tel protectorat, je te donne tel pouvoir. Et comme ça, on crée la noblesse. Oui. Quand il dit que le luxe est le programme des citoyens, le luxe, il est surtout amené pour les riches. Ouais. Comment il peut dire que les pauvres ils vont être ramollis par le luxe s'ils n'ont pas accès au luxe? Très bonne question. Rappelez-vous que pour le Rousseau, le luxe, ça commence très très tôt, hein. La maison, c'est déjà un peu du luxe. Et donc, je dirais du pain et des jeux.
pas comme exemple, c'est l'idée que voilà, vous êtes pauvre à Rome et vous avez accès à du luxe. Vous pouvez aller à l'arène voir les gladiateurs se faire tuer. Il y a des fêtes qui sont des fêtes de la ville qui sont organisées. Il y a des spectacles qui sont mis en place. Tout ça, c'est du luxe techniquement, hein. Donc oui, les riches bénéficient beaucoup plus du luxe, mais il y a une façon de le partager avec le peuple en général qui permet aussi de calmer le peuple, selon Rousseau. Et l'idée, c'est que de toute façon, une autre réponse à votre question, c'est qu'en général, les gens les plus influents et qui sont plus à même de vous soutenir, c'est aussi les riches, hein. C'est-à-dire que les riches eux-mêmes sont pas tous des complotistes, des gens qui complotent pour Rousseau. Peut-être des gens qui en ont rien à foutre, puis on leur dit, voilà, ils voient qu'il y a tel mec qui commence à prendre le pouvoir, ils se disent, oui, mais bon, moi je suis bien comme je suis, j'ai pas trop de problèmes, donc je me sens pas trop concerné, quoi. Il y a aussi dans ce sens-là, cette phrase, elle concerne aussi les riches, quoi. Qualité, alors ça change pas le fait que il y ait quand même un luxe pour ceux qui sont dominés. Voilà, mais ce luxe c'est bien moindre que celui. Oui, l'idée, c'est que oui, il y a forcément un luxe par rapport à l'état de nature, en fait, si vous voyez. C'est juste, voilà, notre conception du luxe, voilà. Peut-être qu'en fait, on traduirait même plus ça par superflu, peut-être que ça vous parlerait plus. C'est vrai que luxe, pour nous, ça fait un peu la montre à 10 000 balles, mais là, c'est l'idée que, voilà, si vous avez Par rapport à l'état de nature. Voilà, exactement. Si on vous organise des spectacles dans la rue, c'est déjà du luxe, quoi. Il y avait une question là-bas? Non? Non. Non, pas encore. Ok, pas encore. Donc voilà, l'idée de Rousseau, c'est ça. Là, on arrive grosso modo à l'état de la France sous la royauté, c'est-à-dire un régime politique dans lequel une personne a concentré tous les pouvoirs, parce que rappelez-vous, hein, on est post-Louis XIV, avec une noblesse qui joue le jeu et accepte tout ce que le roi dit et le sert. Et son idée, c'est bon, voilà, on a expliqué comment les inégalités sont nées, est-ce que tout cela est très bien légitime? Rousseau dit pas trop quand même, hein. On sent pas, voilà, il n'y a pas de légitimité, c'est juste une généalogie des inégalités. Donc l'idée, c'est que les inégalités, elles se créent de la façon suivante. On a d'abord la distinction entre riches et pauvres, qui crée quand même des émeutes, parce que les pauvres crèvent de faim. Pour garantir l'ordre et calmer les pauvres à coup de matraque, on crée le gouvernement. Ça entraîne une deuxième forme d'inégalité, les gouvernants et les gouvernés, qui elle est quand même assez, peut être légitime, mais à la limite sur la base d'élections, de votes, etc. Mais l'État prenant de plus en plus de pouvoir et devenant autoritaire, et surtout décidant de récompenser les gens qui maintiennent l'ordre autoritaire et de ne pas récompenser les autres, on arrive à un troisième type d'inégalité qui sont des inégalités de statut entre les maîtres et les esclaves, les nobles et les pas nobles, c'est-à-dire des droits différents, des gens qui ont des droits différents. Vraiment voir que maître et esclave, ça veut dire ça, il y a des gens qui ont des droits que les autres n'ont pas. Enfin, il y a des castes en termes de droits. Alors du coup, pour Rousseau, ce qu'il dit, c'est toutes ces inégalités-là, elles ne sont pas naturelles, elles sont créées par la société, par la vie en société de l'être humain, et elles seraient justifiées par la nature, peut-être, si elles étaient proportionnées aux inégalités naturelles, mais ce que dit Rousseau, c'est que ça n'est pas le cas. Déjà, parce que finalement, avec toutes ces transformations, c'est pas clair que les plus riches soient les gens qui soient plus doués dans une dimension qui expliquerait leur richesse, parce qu'il y a toutes les dimensions d'héritage. Et aussi parce que ce que dit Rousseau, c'est que les écarts naturels ne sont jamais aussi grands que les écarts que la société a pu créer, en fait. C'est-à-dire, on peut trouver des inégalités naturelles, Rousseau ne le nie pas, mais les inégalités de richesse, de statut sont tellement énormes que ça paraît bizarre de pouvoir les justifier sur des différences qui, dans l'être humain, sont rarement aussi grandes, quand même. Non. Vous pouvez considérer qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont 10 000 fois plus intelligents que d'autres? Non. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont 10 000 fois plus riches que d'autres? Probablement. Ah. Donc voilà, Rousseau conclut là-dessus, les inégalités ne sont pas justifiables par la nature, elles sont contraires à la loi naturelle. On ne peut pas dire oui, Alors en vrai, ce qu'attendait un peu la question au concours par l'Académie de Dijon, c'est ça, c'est il y a des inégalités dans la société, mais certaines d'entre elles sont voulues par la loi naturelle, c'est normal que les plus forts commandent, ou c'est normal que les plus intelligents commandent, ou c'est pas l'ordre naturel de l'être humain qui se soumette au chef, ou je ne sais pas quelque chose, mais l'idée de Rousseau, c'est non, 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 dans l'état de nature, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est une construction sociale progressive à laquelle on arrive étape par étape. Elle n'est pas justifiable naturellement, et la généalogie qu'en donne Rousseau n'a rien de très glorieux. La seule étape, comme je disais, un peu glorieuse qu'on pourrait avoir, c'est que les tout débuts de la différence entre riches et pauvres, c'est qu'il y en a qui ont plus travaillé la terre. Mais même là, en fait, ça peut se discuter, parce que ce que dit Rousseau, c'est pourquoi ces gens-là ont décidé de travailler la terre plutôt que d'aller partir comme tout le monde chercher leur alimentation dans la nature, dans la forêt, etc.
C'est eux qui ont finalement imposé le système agricole à des gens qu'on ne voulait pas, forcément. Donc il n'y a vraiment rien de très glorieux. Et ce qui est important, c'est surtout que pour Rousseau, les inégalités empêchent l'homme d'être heureux. Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi. Principalement, l'idée, c'est que les inégalités provoquent la dépendance. Encore une fois, on verra l'idée de Rousseau, c'est qu'à la limite, il n'a rien contre la richesse en tant que telle, mais que pour lui, c'est difficile d'imaginer des inégalités de richesse qui ne se traduisent pas dans des relations de dépendance. Hein. À la limite, s'il y avait un type qui était 1 million de fois plus riche que nous, mais qui vivait sur une autre planète, par exemple, on l'envoie sur Mars et il nous fait pas chier, Rousseau dirait, bah, il n'y a aucun problème, il peut être riche autant qu'il veut, à partir du moment où ça n'a aucune influence sur notre vie, quoi. Mais ce que dit Rousseau, c'est en général, quand il y a des gens qui ont des inégalités de richesse ou de pouvoir, ça se traduit par des relations de dépendance envers les autres. J'arrive. Et du coup, non seulement la dépendance empêche d'être libre, mais ça emmène les gens à devoir faire semblant devant les gens desquels ils dépendent, auquel l'idée qu'on devient esclave de l'opinion que les autres ont de nous-mêmes, parce qu'on dépend d'eux, et que du coup, on vit on passe notre vie à pas être qui on est vraiment, à toujours mentir et faire bonne figure. Vous êtes complètement déconnecté de vous-même à cause de la société. Oui, il y avait une question. Ah, il lève des très bons points, mais il apporte quoi comme solution? Le contrat social. Pas dans ce bouquin-là, hein, il faut attendre d'autres bouquins. On va y venir, c'est la deuxième partie du cours. Ouais, il y a des solutions. Attendez, oui. Mais le problème de vivre ensemble et de société, est-ce que c'est pas dépendant de la démographie? C'est-à-dire qu'à partir du moment où un groupe devient trop grand, on peut nous faire autrement presque que d'aller soi-même, aller chercher notre nourriture dans la forêt. Alors oui, l'idée, c'est qu'on ne peut pas revenir à cet état-là, de toute façon, selon Rousseau. Hein. Lui-même de la forêt. J'ai l'impression Ah oui, il y a des questions de démographie. Alors ça, il n'en touche pas exactement là-dessus, mais effectivement, bon, de toute façon, l'idée de Rousseau, c'est que c'est pas de revenir à cet état où tout le monde va chercher dans la nature sauvage, parce que c'est pas possible. On l'a quitté, on en est parti. Mais effectivement, l'idée de Rousseau, c'est qu'une des raisons potentielles pour lesquelles la vie en société s'est imposée, c'est parce qu'il y avait plus assez de ressources. Donc on devait travailler ensemble, à la limite se mettre à l'agriculture, etc. Donc c'est un des facteurs possibles. Alors, Rousseau est contre les groupes trop grands, mais pour d'autres raisons que ça. Il y a cette idée que on verra que le bon gouvernement, c'est celui dans lequel on est libre, donc on doit tous participer. C'est dur d'avoir une participation active quand on est beaucoup trop. Donc encore une fois, le modèle, c'est Genève, c'est parfait, il n'y a pas trop de gens à l'époque. Mais voilà, oui. Question? Non, vous aviez une question. C'était. J'ai oublié, je crois. Comment? Je crois que j'ai oublié. Bon, alors on va attendre que ça revienne. Il y a une question juste là pendant que. Ok, ça va. Si je comprends bien, le problème de Rousseau, c'est l'inégalité. Mais qu'en est-il des inégalités génétiques? Je nais plus intelligent que quelqu'un d'autre, ou plus fort, plus grand, et je peux être Alors, Y. ouais, bon, on en a parlé. Ce que dit Rousseau, c'est que ces inégalités, elles existent. Mais en tant que telles, par exemple, dans un état complètement de nature, elles amènent jamais des dépendances ou des inégalités de statut trop grandes, en fait. C'est que dans la société que ça va se transformer. Et alors, surtout, ce qui est important, hein, dans une veine rousseauiste, on peut traduire que toutes les inégalités génétiques ne vont pas se traduire de la même façon. Il n'y a pas de rapport direct. Par exemple, le fait d'être plus grand, maintenant, je ne suis pas sûr que ça vous apporte beaucoup de choses. Ça aurait peut-être pu apporter beaucoup plus de choses dans un moment. Par exemple, moi, j'ai une inégalité génétique très forte, c'est que je vois absolument rien comme ça. Donc là, je vois même pas votre visage. À une autre époque, je pense, ça aurait été très handicapant. Maintenant, ça n'a aucun impact, quasiment, par que je dois payer des lunettes, quoi. Donc là encore, l'importance de cette inégalité naturelle, elle dépend en fait du contexte social. Et comme je disais, bah, il y a des inégalités naturelles qui auraient pu être handicapantes dans un milieu donné et qui vont être valorisées dans un milieu donné. Par exemple, je vais tomber dans les stéréotypes, mais il y a des gens qui sont très très bons pour le codage aujourd'hui, leur passion c'est ça parce qu'ils ont un certain type de profil psychologique. Ça peut être très avantageux dans les années où l'informatique est un métier. Je suis pas sûr que ça aurait été quelque chose qu'ils auraient pu mettre à profit dans un autre contexte. Peut-être qu'on aurait fini moine copiste, ça c'est une autre histoire, mais ouais, il y a l'idée qu'il y a des trucs qui peuvent être. L'idée que c'est difficile de dire que cette inégalité-là dans la nature, elle est positive ou négative en dehors d'un cadre très spécifique. Hein. Encore une fois, le fait d'être très très bon au combat, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne. Pas très intéressant, encore une fois. C'est moins intéressant qu'à une certaine époque. Voilà. Donc c'est vraiment ce que dit Rousseau, c'est les inégalités naturelles en elles-mêmes ont assez peu d'impact. C'est toujours une société donnée qui va valoriser certaines choses. Par exemple, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, il y a ce truc très drôle qui dit il y a des inégalités naturelles de beauté, mais tant que l'amour n'existait pas, finalement, est-ce que c'était vraiment très important? Bon.
Mais il y a vraiment, voilà, c'est vraiment ça sa réponse. Et oui, il y a des inégalités naturelles, mais elles ne créent jamais déjà d'inégalités suffisantes pour créer des dépendances. Alors là, on pourrait se dire, bon, il y a quand même peut-être des enfants très handicapés, ils sont dépendants de leurs parents, mais oublions ça, ça n'existe pas pour Rousseau. Mais voilà, c'est vraiment ça. À un niveau plus général, il y a l'idée qu'on ne crée pas des dépendances à partir de ces inégalités naturelles dans l'état de nature. Il faut une organisation sociale donnée pour qu'elle soit transformée en inégalité de statut, de richesse, etc. Parce que ça a un sens. Ouais, Oui. c'est bon. Je ne me demande pas si vous êtes convaincu, mais ce sera à peu près l'argument rousseauiste. Ouais. Parce qu'il y a toujours des inégalités, c'est une question de degré, c'est vraiment très simplifié dans le contexte de la société, mais si on est plus grand dans l'état de nature, c'est clair qu'on a un avantage sur ceux qui ne le sont pas, donc il y a une égalité quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un avantage sur ceux, vu qu'on n'est pas en compétition, selon Rousseau? C'est ça son point. Mais il y a des clans qui clashent, non? Non, dans l'état de nature, rappelez-vous, la description qu'on a fait de ressources, c'est déjà, il n'y a pas de clan, parce que c'est déjà la vie sociale, si vous êtes en clan. Eh oui. Un état de nature assez biaisé quand même. Oui, alors, bah, l'idée de Rousseau, c'est que l'état de nature, c'est ce qui vient avant la vie en société. Si vous faites déjà partie d'un gang, pour aller tabasser des gens, vous êtes déjà dans vous êtes déjà dans un mode de fonctionnement social. Peut-être même qu'il y a déjà une division du travail, vous tapez les rotules, d'autres tracassent les têtes, je sais pas. Mais vous n'êtes plus dans l'état de nature selon Rousseau, quoi. L'état de nature, c'est vraiment la vie avant la vie sociale. Si vous avez déjà un fonctionnement avec un chef de gang, des rôles dans le gang, vous êtes une société. Petite société, Oui. euh, Ça passe des gens pour voilà, petite et moyenne entreprise, mais de raquettes, mais vous êtes déjà une société. Voilà. Est-ce qu'il y avait une question? Moi, c'était par rapport. Pour moi, ce qui rendrait l'homme malheureux, du coup, ça serait plus le fait qu'il ne saisisse pas la perfectibilité. En gros, c'est les inégalités qui font que l'homme n'est pas heureux. Mais en fait, les inégalités peuvent devenir inégalités si on décide de changer son mode de vie. Mhm. Du coup, si je décide de changer mon mode de vie, finalement, ce qui Alors, était inégal pour moi au départ, enfin, je peux inverser une tendance, mais il faut juste avoir le courage de changer son mode de vie. alors l'idée de Rousseau, c'est que voilà, ce qui va séparer beaucoup, en fait, Rousseau, si vous le lisez, pour ceux qui étaient là, on retrouve beaucoup de thèmes de la philosophie antique, finalement, si vous voulez. Si vous voulez, c'est assez clair. Il y a cette idée épicurienne et stoïcienne selon laquelle il ne faut pas vouloir trop de choses parce que ça crée des besoins superflus. Il faut rester libre, etc. Mais la différence entre Rousseau et les philosophes antiques, c'est qu'ils pensent qu'on ne peut pas sortir de ses problèmes par soi-même, pour lui. C'est l'idée que, par exemple, si mon problème principal, c'est que je ne peux pas être moi-même et dire les quatre vérités à tout le monde, pour Rousseau, ce problème, je ne peux pas le régler moi-même en devenant meilleur. Ce problème, il est posé par le fait que je dépends des autres pour ma subsistance. Et ça, c'est un problème à l'échelle de la société, quoi. Pour lui, c'est pas un truc que je peux résoudre moi tout seul. Les solutions, elles doivent être collectives pour ça. Donc, peut-être, mais pour Rousseau, c'est pas l'idée. Je peux effectivement être meilleur pour Rousseau, mais ça n'empêchera pas que l'homme meilleur, il aura quand même tout un tas de problèmes et d'obstacles qu'il devra affronter qui l'empêcheront d'être parfaitement heureux. Parce qu'on ne vit pas dans un milieu, pour Rousseau, qui récompense et qui encourage la vertu et la perfection. Et au contraire, nous encourage à être moins bons, vils, hypocrites, quoi. Voilà, c'est à peu près la réponse que donnerait Rousseau, c'est vous pouvez être meilleur, Rousseau vous invite à être meilleur, mais ça ne vous rendra pas forcément plus heureux. Pour que la question du bonheur, elle dépend à un niveau social pour Rousseau. C'est pour ça que les solutions qu'il va proposer sont à la fois éducatives et politiques, et pas comme les philosophes de l'Antiquité l'auraient proposé, juste un travail sur soi-même, quoi. Donc pour ça, il faut voir plutôt du côté des philosophies antiques pour cet état d'esprit. Comme je disais, voilà, en fait, un Rousseau qui dirait je peux régler le problème par moi-même, ce serait un cynique, ce serait Diogène, quoi. Ce serait quelqu'un qui dit voilà, je peux échapper à la dépendance en m'entraînant moi-même à échapper à toute dépendance, à être meilleur. Donc on reviendrait à ce qu'on a vu plutôt sur le cynique et sur Diogène. Mais Rousseau pense pas comme ça. Donc voilà. Il pense que le bonheur, la perfection, il pense que les sociétés dans lesquelles on vit divorcent la perfection et le bonheur de façon trop intense pour que ça puisse, qu'on puisse devenir complètement heureux à partir de notre seul effort, sauf après la mort, mais ça, on va en parler dans 5 minutes. Pas 5 minutes, mais un peu plus. Donc voilà, jusque-là, on a vu tout ce qui ne va pas, et justement, la question, c'est quand est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille? Donc il y a deux grands textes de Rousseau qui sont le versant le plus positif, c'est l'Émile de Rousseau, qui dit comment on doit élever l'être humain pour qu'il soit meilleur, plutôt que les êtres humains qu'on a maintenant, et le contrat social qui est quel régime politique on peut avoir pour corriger tous les problèmes qui ont été soulevés. Maintenant qu'on a diagnostiqué tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, un des premiers livres, c'est l'Émile. Donc, comme je vous dis, voilà, en fait, on peut reprendre ce schéma. Le discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes, il décrit l'homme à l'état de nature.
et il décrit comment l'homme, avec la nature, est passé, a eu cette chute, j'aurais dû le mettre en bas, ça aurait été plus lisible, à l'homme de la société inégale, l'homme soumis, hypocrite, qui est décrit par exemple dans le discours sur les sciences et les arts dont on a déjà parlé. Mais l'idée de Rousseau, c'est en fait, dans ce sens-là, il garde le schéma des philosophes des Lumières, il y a une possibilité de rendre l'être humain meilleur par l'éducation, par des changements politiques. Et ça, c'est décrit du coup dans ces ouvrages qui sont L'Émile et le contrat social. Donc L'Émile et le contrat social, qui sont des romans, qui ont des livres de philosophie qui ont quand même été brûlés en place publique à Berne. Hein. Donc voilà, on est sur des trucs. Dire, hein, il y a des Suisses qui brûlent des livres. Et après, Rousseau a dû quitter la Suisse parce qu'il y a une armée de Suisses qui ont caillassé sa maison. Donc voilà, on a énervé des gens. Oui. Comment? Ils ont été aussi brûlés à Genève, c'est vrai. Mais je suis pas sûr que ce soit les deux. Je sais plus lequel des deux c'est à Genève. Les deux aussi? Ouais, peut-être, je sais plus. Bon, à vérifier. Mais effectivement, ils ont aussi été brûlés à Genève. Donc voilà, ça c'est la suite de la vie de Rousseau. Je ne vais pas vous raconter tout le reste de la suite de Rousseau. Hein. Rousseau se balade, il passe de Paris à Genève, en Suisse, à Berne. Il voyage beaucoup parce qu'il est, personne veut de lui. C'est à peu près ça. Trouve refuge un peu où il va. Fait même un petit détour en Angleterre dont on parlera la semaine prochaine parce que c'est très drôle. Il se fâche avec tout le monde, bien sûr. Et finalement, il meurt en 1778 à Ermenonville. Pour ceux qui ont visité, il y a un petit lac avec une tombe de Jean-Jacques Rousseau en plein milieu, très joli. Mais après la Révolution française, il est transféré au Panthéon. Donc il y a une reconnaissance après la Révolution française. Et j'aime bien raconter ça parce que son tombeau est juste en face de celui de Voltaire. Voilà, donc des très potes, même dans la mort. Voilà, donc effectivement, c'est une période difficile pour Rousseau aussi, parce que je parle de Voltaire, parce que Rousseau publie l'Émile et Voltaire, qui est toujours très sport et très bon esprit, c'est lui qui révèle que Rousseau a abandonné ses 5 enfants à l'orphelinat en disant, voilà, c'est bien gentil de nous pondre un livre, l'Émile, qui est un livre d'éducation sur comment éduquer les enfants, mais tu aurais pu éduquer les tiens, ça aurait été un bon départ. C'est une accusation qui va beaucoup tourmenter Rousseau, parce que après la mort de Rousseau, on découvre 3 textes, les Confessions, les 3 Dialogues et les Rêveries du promeneur solitaire, qui sont tous des... il y a peut-être même aussi Rousseau, juge de Jean-Jacques, qui est encore un autre texte que Rousseau a écrit, qui sont tous des textes dans lesquels Rousseau tente un peu de s'expliquer et de dire oui, je regrette, mais j'aurais pas dû, mais en même temps, j'étais trop pauvre, c'est la société, c'est trop dur, ben, bref. Des choses un petit peu comme ça. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'Émile, c'est un des livres les plus influents de l'histoire de la philosophie. C'est pas un des plus lus, parce que beaucoup de gens font leur étude sans lire l'Émile. C'est un livre assez colossal. L'Émile, c'est un livre d'éducation qui est vraiment écrit sous une forme un peu d'une fiction, où il y a un précepteur, pas du tout Jean-Jacques Rousseau, qui reçoit l'éducation d'Émile, et à travers 5 livres, l'Émile est divisé en 5 livres, Rousseau décrit comment il faut éduquer Émile pour qu'il soit un homme libre. Hein, un homme libre. Alors en fait, c'est assez rigolo parce que l'Émile, en fait, il y a 5 livres, mais le 5e livre, c'est pas l'éducation d'Émile, c'est l'éducation de Sophie. Hein, parce que le 5e livre est consacré à comment on élève une bonne femme pour Émile. Hein, Émile, c'est l'homme libre, et il faut une femme qui lui correspond. Et elle s'appelle Sophie. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est bon? Parce que Émile, il est philosophe, quoi. Il aime la Sophia. Eh ouais, tout à fait. Eh oui, 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 quand même, c'est subtil. Et donc l'Émile, c'est un livre qui a inspiré beaucoup de pédagogie moderne, qui au 19e siècle va avoir une influence énorme sur vraiment les balbutiements des sciences de l'éducation, de la pédagogie, etc. Donc l'idée de l'Émile, c'est vraiment d'avoir une éducation qui n'est pas juste faire apprendre des trucs aux gens. Bon, ça fait depuis la Renaissance qu'on dit qu'il ne faut pas faire ça, mais encore aujourd'hui, quand les gens disent ça, on les traite un peu comme waouh, quelle idée révolutionnaire, mais bon, ça fait 500 ans. Qui est plus apprendre par l'action, faire en sorte que l'enfant comprenne par lui-même certaines choses. Donc un exemple qui est très connu dans l'Émile, que je vais quand même raconter, c'est ça, c'est par exemple, à un moment, Émile joue avec sa balle dans sa chambre, alors qu'il n'avait pas le droit, et il casse la fenêtre. Quel est le réflexe à avoir en bon éducateur? Eh ben, on va pas engueuler Émile, on va le laisser dormir une semaine avec la fenêtre cassée, et il comprendra la conséquence de ses erreurs. Et peut-être même qu'il demandera à ce qu'on répare la fenêtre, et dans ce cas-là, il faudra le faire participer à la réparation. Voilà, c'est ce genre de pédagogie-là. Et alors, le texte que je vous avais donné à lire pour aujourd'hui, ça s'appelle La profession de foi du vicaire savoyard. Et c'est un texte qui apparaît, qui vraiment peut être lu indépendamment et qui arrive en plein milieu du livre 4 de l'Émile.
Donc le livre 4 de l'Émile, rappelez-vous, il y a 5 livres, mais le cinquième, c'est Trouver une petite copine pour Émile. Donc le livre 4, on arrive près de l'âge adulte, hein. Émile est enfin adolescent, il est capable de juger par lui-même, et c'est le moment de l'introduire à la religion. Donc ça c'est important, hein. La religion, c'est pas quelque chose qu'on impose à Émile depuis qu'il est petit. Il faut attendre qu'il soit en âge de choisir de façon éclairée pour commencer à lui parler de religion, hein. Parce que l'idée, c'est de le laisser choisir de façon éclairée et pas de lui, pas qu'il baigne dans une religion particulière qu'on a choisie pour lui depuis qu'il est petit, en fait, hein. Donc ça, c'est un choix pédagogique intéressant. Et alors, quelle religion on peut donner à Émile? Ça, c'est une bonne question. Et donc, le narrateur du livre dit, bah, en fait, on pourrait le laisser choisir une religion plutôt naturelle, pas une religion révélée à partir d'un texte, une qui s'impose à la raison. Et pour donner un exemple, euh, il y a ce texte où d'un coup, c'est une sorte d'histoire dans l'histoire, où on raconte une rencontre entre le narrateur et un vicaire savoyard qui a quitté le vicariat, qui a quitté sa religion suite à une crise de foi, et qui a reconstruit un peu une religion qui est sa propre religion, sur la seule base de la raison, sans faire usage de la révélation ou des textes. Donc vraiment, c'est cette idée de religion naturelle, c'est à quelle religion arrive un être qui n'a pas été endoctriné dès sa jeunesse, mais qui prend le temps de réfléchir au monde et à Dieu. Et alors, c'est un texte qui est très intéressant parce que si vous l'avez lu, et j'espère que vous l'avez lu, c'est un texte très dense. Il y a au moins 3 arguments toutes les 2 pages. C'est vraiment, ça passe à toute vitesse à travers les arguments de Descartes, toute la théologie. C'est vraiment, tout est démontré à une vitesse colossale. Et ça arrive sur une thèse fondamentale qui va être une grande inspiration pour Kant. Donc, voir que Kant est très fan de l'Émile. Kant a dit de Rousseau que c'était le Newton du monde moral. C'est l'équivalent de Newton pour la morale. Alors quand on fera le cours sur Kant, vous verrez à quel point Kant est tellement un fan de Newton que c'est pas un hommage au hasard, hein. Donc vraiment, il faut voir que plein de thèses fondamentales du kantisme trouvent leurs racines dans ce texte-là. C'est assez intéressant. Même certains problèmes qui sont soulevés dans les critiques trouvent leurs racines dans ce texte qui, à première vue, a l'air assez simple, mais a été une grande source d'inspiration. Alors du coup, la profession de foi du vicaire savoyard, ça raconte l'histoire de ce prêtre, ex-prêtre, qui cherche finalement à se dire qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on m'a raconté depuis que j'étais jeune? Qu'est-ce qui est vrai au sujet de la religion? Et il décide de partir du début. Et le début, vous le connaissez, parce que c'est littéralement du Descartes, hein, un siècle plus tard. Il dit voilà, bon, je suis pas Descartes, je vais pas chercher à trouver comment le monde fonctionne et à faire de la physique. Je veux juste trouver ce qui est important pour moi, hein, c'est-à-dire ce qui est important pour la vie, c'est très socratique. La science, c'est pas le sujet, c'est de savoir comment guider ma vie. Je me fie donc plutôt à mon cœur, c'est-à-dire, rappelez-vous, hein, c'est au cœur, pas au sens pascalien, hein, finalement, c'est à ce qui m'apparaît évident. Et il dit, voilà, la première chose dont je suis certain, bah, c'est que j'existe. Voilà, ça c'est vraiment une repompée de Descartes, hein, c'est ce qu'il dit ici. J'existe et j'ai des sens par lesquels je suis affecté. Voilà la première vérité qui me frappe et à laquelle je suis forcé d'acquiescer. Ai-je un sentiment propre de mon existence ou ne la sens que par mes sensations? Voilà mon premier doute qu'il m'est quant à présent impossible de résoudre. Voilà. Donc, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je sens que j'existe, mais c'est clair que je sens que j'existe, donc j'existe. C'est le point de départ. Voilà, j'existe. Tout le monde est OK jusque-là, ça va? Donc lui, il va aller très très rapidement à partir de là, hein, on n'est pas... Voilà. Ils disent, voilà, bon, j'existe et j'ai des sensations, donc il y a des choses extérieures à moi qui existent. Alors, il a un petit tour de passe-passe assez intéressant, il dit, voilà, c'est des choses qui ne sont pas sous mon contrôle, c'est pas moi qui décide comment les choses que je perçois m'affectent, hein. Par exemple, je ne peux pas choisir de ne pas voir un rétroprojecteur ici quand j'ouvre les yeux. Donc elles sont extérieures au sens où elles n'existent pas. Et il dit, bon, on pourrait me dire, mais ces choses-là ne sont pas des objets matériels qui existent en dehors de moi, c'est peut-être juste des choses qui n'existent que dans mon esprit, qui me sont envoyées par quelque chose d'extérieur. Et Rousseau dit, oui, peut-être, mais je m'en fous. Ça ne fait aucune différence d'un point de vue pratique. Ce qui compte, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de moi, que je connais par la perception. Est-ce que c'est vraiment des objets physiques extérieurs? Est-ce que c'est quelque chose projeté dans mon esprit par quelque chose? Je ne sais pas, mais ils sont extérieurs au sens où ce sont des choses que je perçois qui ne sont pas sous mon contrôle. Donc voilà, on soulève, on balaye très très vite tous les doutes, hein, c'est vraiment très rapide, hein. Voilà ce qu'il dit, hein, tout ce que je sens hors de moi et qui agit sur mes sens, je l'appelle matière. Donc la matière existe, pour Rousseau, il l'a prouvé, mais parce que ce qu'il appelle matière, c'est juste les trucs qui produisent de la sensation. Je ne sais pas ce que c'est, je l'appelle matière pour simplifier, mais c'est pas de la métaphysique très profonde, je ne suis pas en train de prendre parti pour savoir si le monde extérieur existe ou pas. C'est juste, voilà, je sais qu'il y a un truc qui cause la sensation en moi, c'est la matière.
C'est juste, je le définis comme ça. On va très vite, hein. Toutes les portions de matière que je conçois réunies en êtres individuels, je les appelle des corps. Ainsi, toutes les disputes des idéalistes et des matérialistes ne signifient rien pour moi. Leur distinction sur l'apparence et la réalité de corps sont des chimères, hein. Donc rappelez-vous, hein, les matérialistes, c'est ceux qui disent ce truc existe indépendamment de moi. L'idéaliste, c'est celui qui dit cela n'existe que dans mon esprit. Et Rousseau dit bah, je ne sais pas l'un ou l'autre, mais à partir du moment où c'est un truc que je perçois, j'appelle ça matière. Et puis matière, ça veut dire le truc que je perçois. Allez, on passe à la suite. Top, top, top. Tous ces débats n'ont aucun intérêt. Allons-y. Donc, allons-y très rapidement. Alors, ce que dit Rousseau, c'est que par contre, à partir de là, je peux faire une distinction très fondamentale, c'est qu'il y a deux opérations dans mon esprit. Il y a juger et sentir, hein. Par exemple, là, je sens qu'il y a ce truc, il y a une tache noire ici, je sens qu'il y a une tache bleue ici, et par contre, je peux dire ça et ça n'est pas de la même couleur, ça c'est du jugement, hein. Ce qui dit, voilà, il y a deux opérations, il y a les sensations, et puis il y a les jugements que je porte sur les sensations. Par exemple, si je regarde deux fois ici, j'ai l'impression d'avoir deux sensations à peu près similaires. Je peux dire c'est à peu près la même matière, la même cause de sensation. Ça, c'est du jugement déjà, ce que vous voyez un petit peu. La sensation, c'est ce qui est imprimé sur ma rétine, c'est ce que je ressens directement. Et le jugement, c'est ce que je fais, l'opération mentale à partir de laquelle je tire des conclusions à partir de ce que je ressens. Ça, c'est très important parce que Rousseau dit la chose suivante, hein, il dit la sensation en elle-même n'est jamais trompeuse. Donc là, il reprend du Épicure. Il prend l'exemple, par exemple, l'exemple très classique à l'époque, quand je plonge un bâton dans l'eau, je vois que le bâton devient tordu. Et là, la sensation, elle ne ment pas, elle me dit juste, je vois ça comme ça. Si par contre je dis, le bâton est tordu, ça c'est du jugement. Je vais au-delà de ce que je ressens. Donc voilà, il y a la distinction entre les deux. Oui. Dans la distinction que Hegel sur les jugements et sur les sens. Alors j'avoue que je n'ai pas vraiment en tête le texte de Frege sur la question, donc je ne peux pas vous répondre. Il n'est pas mort depuis assez longtemps. Non, je plaisante, mais pour que je le lise assez fréquemment. Non, non, je ne peux pas vous dire, mais peut-être. L'idée, c'est qu'en termes contemporains, on dirait que finalement, pour Rousseau, la sensation n'a pas de contenu propositionnel, en fait. C'est juste quelque chose de brut, et c'est à partir du moment où je juge que je transforme ça sous la forme d'une proposition qui peut être vraie ou fausse. C'est pour ça que pour lui, la sensation, elle n'est jamais fausse, mais c'est parce que techniquement, elle n'est pas vraie non plus. Elle ne dit rien, c'est juste une présentation, si vous voulez. Mais si je juge quelque chose, j'affirme quelque chose, là, ça peut être vrai ou faux. Parce que ça, à vous de comparer à ce que vous trouvez chez Frege. Ouais. Et donc, son idée, c'est qu'à partir de ça, je vois qu'il y a deux choses en moi. Il y a une partie qui ressent et il y a une partie qui juge. Et par contre, ce que je vois, c'est que le sentiment n'a jamais tort, parce que le sentiment ne fait que se décrire lui-même, hein. Et c'est le jugement qui peut avoir tort en essayant d'aller au-delà de la sensation pour dire c'est une sensation de telle ou telle chose. Est-ce que ça va? J'adore le texte parce qu'il va tellement vite à travers tous les arguments. C'est vraiment un condensé l'histoire de la philosophie en disant, ouf, allons-y. Tout ça est très simple. Alors, à partir de cette division entre l'idée qu'il y a une partie de moi qui est active et qui juge, et une partie de moi qui est passive et qui ressent, Rousseau dit la chose suivante. En fait, je peux distinguer deux types de mouvements dans la matière. Des mouvements actifs, la matière agit par elle-même. Par exemple, youhou, je lève mon bras, je suis actif. Et les mouvements passifs, par exemple, si je pousse cette bouteille, son mouvement est passif. Il est causé par quelque chose d'autre qui est actif. Est-ce que ça va, hein? J'aperçois dans les corps deux sortes de mouvements, savoir mouvement communiqué et mouvement spontané ou volontaire. Dans le premier, la cause motrice est étrangère au corps mu, et dans le second, elle est en lui-même. Je ne conclurai pas de là que le mouvement d'une montre, par exemple, est spontané, car si rien d'étranger au ressort n'agissait sur lui, il ne tendrait point à se redresser, ne tirerait pas la chaîne. Par la même raison, je n'accorderai point non plus la spontanéité aux fluides, ni même à ce qui fait leur fluidité. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont actifs et des êtres qui sont passifs. Le livre ici est passif, et les animaux ont l'air de bouger d'eux-mêmes. Ils sont actifs, y compris moi-même, parce que je juge et je juge. Voilà, donc là, on est arrivé à l'idée, j'existe, je suis dans un monde plein de matière, même si on a défini matière de façon très très fine. Dans cette matière, il y a des choses qui bougent de façon passive et des choses qui bougent de façon active. Okay. Et moi-même, je peux faire les deux, hein, selon si je bouge par moi-même ou vous me poussez. Oui. Mais du coup, il admet l'existence du libre arbitre. On n'en est pas encore là, mais ça va venir dans 5 secondes. Jusque-là, il est très sobre. Il dit voilà, il y a des trucs qui ont l'air de bouger sans être poussés par autre chose. Alors oui, il y a tout un tas de trucs qu'on peut discuter, mais voilà, je dis voilà, c'est l'évidence naturelle. Faites confiance à votre lumière naturelle. Vous voyez bien que la façon dont vont bouger, vous, c'est pas la façon dont ça bouge, hein. Vous bougez de façon autonome, active, et ça, c'est passif. Voilà. Alors,
du coup, on arrive à la première preuve de l'existence de Dieu. C'est un peu moins rapide que chez Descartes, mais ça reste quand même assez rapide. Son idée, c'est que puisque la matière est en mouvement et que la matière est passive et que son état naturel, c'est le repos, alors ce qui va contre la physique de l'époque, mais c'est pas grave, comme comme il y a de la matière qui doit bouger passivement, mais que par nature, elle ne bouge pas, et que je vois que le monde bouge, hein, que le monde physique bouge, hein, le monde physique est en mouvement, je dois en déduire qu'il faut bien qu'il y ait une origine au mouvement qui existe dans le monde physique. Et j'ai bien compris que la seule source d'un mouvement actif, finalement, c'est la volonté. C'est ce principe qu'ont certains actes, certains êtres vivants en eux, celui de pouvoir produire du mouvement. Il faut donc que, à l'origine de l'univers, il y ait une volonté. Voilà. Et cette volonté, c'est ce qu'on va appeler Dieu. Oui, clairement, il n'a rien inventé de nouveau. Comme je vous ai dit, c'est assez sympa parce que c'est un peu une sorte de reprise du best-of de l'histoire de la philo. Donc là, on est sur l'argument. En fait, on pourrait on peut même faire remonter ça à Aristote d'une certaine façon, sous une forme un tout petit peu différente. Mais c'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique et on le trouve au Moyen Âge. Et comme j'ai dit déjà dans les commentateurs d'Aristote, au moins arabes. Donc oui, c'est pas un argument tout à fait du tout nouveau, mais il fait un peu comme si, voilà, c'est un truc que vous pouviez découvrir vous-même en tant qu'âme pure et naturelle en contemplant le monde. Vous dites, voilà, il y a des trucs qui bougent activement, il y a des trucs qui bougent en dépendant d'autres choses. Le monde physique, il bouge, mais clairement, c'est quelque chose qui n'a pas son mouvement en lui-même, donc il faut qu'il ait son mouvement en autre chose. Donc on a besoin d'un être autonome, donc d'un être doué d'une volonté, qui ait eu le pouvoir d'enclencher le mouvement de l'univers. Bon, Dieu, quoi. On va l'appeler Dieu. Oui. La matière active, elle est consciente ou pas? Parce que du coup, pour moi, si elle est en mouvement, elle est Mhm. active. Oui. Donc, mais Alors, par exemple, la matière qui est en mouvement d'elle-même, pas la matière qui est en mouvement. Par exemple, cet ordinateur est en mouvement, mais en comme son mouvement mouvement est d'elle-même, passif. du Oui. coup, faudrait une conscience pour être en mouvement de soi-même. Vu qu'il faut une volonté, oui. Vu que la source du mouvement dans les êtres autonomes, c'est la volonté, ça va avec une conscience. Et Oui. du coup, on exclurait, enfin, on est obligé du coup qu'il y ait un Dieu. Mais du coup, Alors, ça pourrait être. L'idée, c'est qu'à ce stade-là, Ouais, pardon. on sait juste qu'il y a un être conscient et doué de volonté qui est assez puissant pour avoir pu mettre l'univers en branle. Ça ressemble un ça peu à va à Dieu. l'encontre du progrès technique, finalement. Pourquoi? Parce que du coup, je sais pas, le Big Bang, des trucs comme ça. Ah, mais on ne connaît pas à l'époque tous ces trucs-là. À l'époque, c'est assez accepté l'idée que l'univers est soit éternel, soit créé par Dieu. Il n'y a pas. Ouais, mais il a parlé d'un philosophe qui a repris cette à l'origine. Et c'était un philosophe récent, non? De quoi? Je sais pas, il y a eu un commentaire et qui disait qu'il avait repris, Qui avait avait repris? repris quelque chose de Ah la. non, de Thomas d'Aquin. Non, Thomas d'Aquin, c'est un philosophe du Moyen Âge. Ah, Donc, ok. Je sais pas, donc Thomas d'Aquin, ça sonne un peu. Je sais pas, le milieu aussi. peut-être qu'il y a je ne jugerai pas des prénoms, mais non, non, c'est un philosophe du XIVe siècle. Donc là, il reprend Ouais, du coup, on ça. reste dans le même. Oui, oui. Alors, du coup, on en déduit facilement qu'une intelligence gouverne l'univers. Voilà, c'était rapide, hein. Euh, et pour l'instant, c'est juste qu'il y a une intelligence qui a créé l'univers et qui l'a mis en mouvement. Mais qu'est-ce qu'on... non, pour l'instant, on sait qu'il y a une volonté. Ouais, voilà, je me suis trompé. L'argument d'avant, il dit qu'il y a une volonté, il y a un être conscient et volontaire qui a créé le mouvement dans le monde. Là, on sait qu'il est conscient et volontaire, mais maintenant, on va déduire qu'il est intelligent, ce qui est bien aussi. Parce on peut être douté de volonté, d'être complètement stupide, hein, faire un usage stupide de sa volonté. Donc, on pourrait imaginer que le monde a été créé par un être très puissant et doué de volonté qui fait un peu n'importe quoi. Mais là, on passe à un autre argument très facile. C'est l'idée que Rousseau dit, voilà, mais en fait, quand on regarde le monde, non seulement il bouge, mais il est quand même vachement bien foutu. Hein. Tous les trucs dans la nature sont faits les uns pour les autres, les écosystèmes, les parties des corps, tout ça, ça s'organise de façon très harmonieuse. Donc non seulement il y a un être intelligent et conscient qui a mis le monde en mouvement, mais on peut savoir qu'il est doué, il est intelligent, il ne fait pas les trucs au hasard. Hein. Donc là, on a progressé. Donc c'est là que Rousseau propose un argument assez connu, c'est celui-là. Quand je regarde le monde, je suis comme un homme qui verrait pour la première fois une montre ouverte et qui ne laisserait pas d'en admirer l'ouvrage, quoiqu'il ne connût pas l'usage de la machine et qu'il n'eût point vu le cadran. Je ne sais, dirait-il, à quoi tout est bon, mais je vois que chaque pièce est faite pour les autres. J'admire l'ouvrier dans le détail de son ouvrage, et je suis bien sûr que tous ces rouages ne marchent ainsi de concert que pour une fin connue qu'il m'est impossible d'apercevoir. Donc c'est un exemple très suisse, encore une fois. Donc ce que dit Rousseau, c'est imaginez vous êtes tout seul sur une île, vous êtes tout seul, vous n'avez jamais vu de montre de votre vie. Vous tombez sur une montre pour la première fois sur un chemin, vous ouvrez le truc, vous savez pas à quoi sert la montre, vous avez jamais entendu parler du concept d'heure, disons. Vous êtes un homme un peu de la nature. Euh,
Mais vous voyez que toutes les pièces fonctionnent bien les uns dans les autres, que c'est imbriqué, que tout ça, toutes les parties sont faites en fonction des autres parties. Donc vous ne savez pas à quoi sert la montre, mais vous voyez que ça n'existe pas par hasard, hein. L'organisation de la montre est telle que clairement c'est l'œuvre d'un ouvrier intelligent. Parce que Rousseau dit c'est pareil quand on voit le monde et la nature. Je ne sais pas encore quel est le but de tout ça, on va le savoir dans 5 minutes avant la fin du cours, je vous rassure. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore quel est le but de tout ça, mais je vois bien que ça n'a pas pu être créé par hasard, que tout est bien agencé et que donc c'est le fruit d'une intelligence. Donc maintenant, on sait que le monde, il a été créé par un être puissant, parce qu'il a mis le monde il a pu mettre le monde en branle, doué de volonté et intelligent. Donc on se rapproche un peu d'une sorte de Dieu, hein. Alors, donc le monde a été créé par un être qui a un plan, ça c'est très important. Et du coup, bah, quelle est la place de l'homme dans ce plan? Quelle est notre place en tant que petit rouage dans cette très très grande montre? Eh bien, Rousseau dit, voilà, bah, en fait, on peut le voir de façon très simple. Déjà, on voit que l'homme, comparé aux autres animaux, il est clairement supérieur en intelligence et en volonté à tous les autres animaux. Voilà, c'est quand même. Donc clairement, il a une place privilégiée dans le monde, et le monde a été créé en vue de l'homme. Très rapide, encore une fois, comme argument, on est arrivé très très vite. Donc maintenant, on sait que le monde a été créé par Dieu, ou vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, un être intelligent, puissant, doué de volonté, qui a créé le monde dans un but et dans lequel il a donné une place privilégiée à l'homme. Donc clairement, on a un rôle fondamental à jouer, hein. Voilà. Quel est le sens de notre existence dans tout ça? Eh bien, ça va être très simple. Rousseau va dire, en fait, il va revenir à cette idée qu'en fait, qu'on avait avec la sensation, d'un côté on est passif, on sent les choses, et de l'autre côté on est actif, on peut juger. Rousseau dit, en fait, quand je regarde en moi-même, je vois deux mouvements contraires. D'un côté, j'ai mes sens qui m'attirent vers les passions, qui me disent que j'ai envie de satisfaire mes besoins naturels, hein, que j'ai envie d'avoir des sensations plaisantes, hein. Mais de l'autre côté, j'ai en moi cette voix qui me dit que je devrais respecter le bien et la justice. Parce qu'il dit, voilà, en méditant sur la nature de l'homme, j'ai cru découvrir deux principes distincts, dont l'un l'élevait à l'étude des vérités éternelles, à l'amour de la justice et du beau moral, aux régions du monde intellectuel dont la contemplation fait les délices du sage, et dont l'autre le ramenait bassement en lui-même, l'asservissait à l'empire des sens, aux passions qui sont leurs ministres, et contrariait par elle tout ce qui lui inspirait le mouvement du premier. Il dit, voilà, en fait, je peux voir en moi-même que je suis une créature tiraillée entre d'un côté les plaisirs des sens et d'un côté l'appel de la moralité, hein. Donc l'idée, c'est que je suis un être composé. Donc à partir de ça, Rousseau va encore une fois très vite, hein, il dit, voilà, bah, c'est très simple. Je peux en déduire que comme je suis un être divisé entre deux tendances, c'est parce que je suis composé de deux choses, sinon je ne serais pas un être divisé et tiraillé. D'un côté, j'ai les sensations, et vu que les sensations, elles sont causées par l'action des objets sur mon corps, finalement, les sources des sensations, c'est mon corps. Donc d'un côté, je suis un être corporel, c'est pour ça que je ressens des choses, c'est pour ça que j'ai des émotions, des désirs, des passions, des douleurs, et c'est ça qui me tire vers l'envie de satisfaire les sens, d'avoir du plaisir et de limiter la douleur. Mais de l'autre côté, j'ai quelque chose en moi qui me permet de résister à l'appel des sens, cette petite voix qui me guide vers le bien, et donc je suis un corps, mais je suis aussi une volonté libre et active qui est capable de se distancer de ce que les sens me disent. De la même façon que quand j'ai la sensation que le bateau est tordu, je peux juger que le bâton n'est pas vraiment tordu. De la même façon, si mon corps me dit que le plaisir c'est bon, je peux me dire non, mais en fait peut-être pas. Et je peux résister à l'appel du plaisir. Donc voilà, là on en déduit que l'homme c'est un être qui est en partie un corps passif, soumis aux passions. Et donc ça c'est très important pour Kant, hein, l'idée que finalement tout ce qui est corporel, tout ce qui est de domaine des émotions, c'est passif en fait. Quand vous satisfaites des désirs, quand vous cédez au plaisir, vous n'êtes pas actif. Vous ne faites que céder à l'appel des objets sur votre corps en fait. C'est pas du tout quelque chose d'actif. En fait, vous cédez à la partie passive de vous-même. Et là, vous êtes vraiment actif, c'est quand vous résistez à l'instinct, à l'appel du désir, quand vous résistez à ce que votre corps vous souffle, là, vous êtes actif. Et c'est la preuve qu'une partie de vous, c'est une volonté active, libre. Volonté qui doit être immatérielle, parce que sinon, elle ne pourrait pas résister à l'appel du corps, hein, parce qu'elle ferait partie du corps. Voilà. Tout cela se fait très vite, mais on avance vite. Alors, je suis désolé, peut-être pour la semaine prochaine ou après 45, parce que là, il reste que 2 minutes, donc je vais finir ça. Alors, du coup, où est-ce qu'on en arrive? Bon, on va conclure sur quel est votre but quand même, ce serait bien, comme ça vous savez, avant de partir à la fin du cours. Qu'est-ce qu'en déduit Rousseau? Donc, Rousseau a déduit que le monde a été créé par un être intelligent, que cet être intelligent a créé le monde dans un plan. On a vu que selon lui, c'est assez évident que l'homme doit jouer un rôle privilégié dans ce plan parce qu'il est plus intelligent et plus libre que les autres animaux.
Et maintenant que Rousseau a découvert que ce qui fait sa particularité, c'est qu'il a une volonté libre qui lui permet de résister aux envies du corps pour faire ce qui lui semble bien, pour écouter la voix de la conscience, eh ben, la seule conclusion qui s'en impose, c'est que Dieu nous a créés et a créé le monde aussi au passage, non pas pour que nous cédions à nos désirs et que nous recherchions le plaisir, mais pour que nous soyons libres en cherchant le bien. Donc, quel est votre but? C'est de faire bon usage de votre volonté. C'est vraiment ça que dit Rousseau. L'être humain, il est doté d'une volonté qui est libre par nature, et si Dieu nous l'a donnée, c'est pas par hasard, c'est parce que son but, c'est que nous faisions un bon usage de cette volonté. Un usage qui ne dépend pas uniquement du corps. Et il a un autre argument qui est assez marrant, il dit, voilà, on pourrait penser que le but de l'être humain, c'est de transformer le monde d'une façon ou d'une autre, mais en fait, les actions humaines n'ont aucune influence sur la nature et sur la Terre qui sera toujours la même dans 10 000 ans. Alors ça passe beaucoup moins aujourd'hui comme argument. L'idée que quelles que soient les actions des civilisations humaines, de toute façon, la nature reprendra ses droits 100 ans après et que les actions humaines n'ont aucune conséquence durable. Donc finalement, notre but, il ne se cherche pas dans ce qu'on doit faire, mais vraiment dans l'usage interne qu'on fait de notre volonté. Alors je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais du coup, la conclusion qu'en tire Rousseau, c'est que votre but, c'est de faire un bon usage de votre volonté, c'est donc d'être des êtres moraux. C'est ça votre but. C'est pas d'être heureux ou de chercher le plaisir, c'est d'être des êtres bons, qui font un bon usage de leur volonté. Alors ce qui va être important pour Kant ensuite, c'est que vous avez vu que Rousseau propose une thèse qui en soi n'est pas du tout évidente. C'est l'idée que quand vous agissez moralement, vous êtes plus libre que quand vous agissez de façon immorale. Pourquoi? Quand vous agissez de façon immorale, c'est en général que vous êtes guidé par vos passions. Vos passions, c'est votre corps. Hein. Par exemple, si je m'interromps pendant que je fais cours pour aller boire cette eau, c'est parce que cette eau a exercé sur mon corps une attraction à laquelle je n'ai pas résisté. Finalement, en buvant cette eau que je ne devrais surtout pas boire, euh, j'ai cédé en fait à l'appel de mon corps, donc j'étais passif. Tandis que quand je résiste à l'appel de l'eau, en fait, c'est ma volonté qui s'exerce, c'est moi-même et je suis actif. Hein. Donc c'est vraiment important à voir parce que finalement, classiquement, on a l'impression que la personne qui fait le mal et la personne qui fait le bien, elles sont toutes les deux libres. Il y en a une qui utilise sa volonté pour faire le bien et l'autre qui utilise sa volonté pour faire le mal. Mais pour Rousseau, quand on utilise vraiment sa volonté, on fait le bien. Quand on fait le mal, c'est que notre volonté cède à l'appel des désirs, en fait, hein, et du corps. Et donc voilà, on va continuer là-dessus la semaine prochaine. Donc, le but de la vie, selon Rousseau, il est très simple, c'est de faire bon usage de votre volonté, c'est-à-dire de faire le bien. Et ça vous paraît peut-être pas évident, mais c'est le premier philosophe comme ça à proposer finalement l'idée que votre but, ça n'est pas le bonheur. Et en soi, c'est assez révolutionnaire et ça va ouvrir une porte assez énorme. C'est que le bonheur n'est pas, vous n'êtes pas fait pour être heureux pour Rousseau. Jusque-là, c'était assez évident pour tous les philosophes que votre but naturel, c'était le bonheur. Pour Rousseau, votre but naturel, c'est d'être bon, d'être des êtres moralement bons. Alors, qu'en est-il du bonheur? Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais on verra ça en début de semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on finit le cours sur Rousseau et on commencera sur Hume. Je vous donne juste un petit texte de Hume à lire qui est assez court. Mais je vous en donne plusieurs autres. En fait, c'est un texte de Hume qui s'appelle Le Sceptique. Donc, Hume a écrit quatre textes assez courts qui s'appellent L'Épicurien, le Platonicien, le Stoïcien et le Sceptique. Ce sont tous les trois qui ne sont pas le Sceptique, ce sont des textes assez courts dans lesquels Hume décrit ce qu'est la vie bonne selon le platonicien, l'épicurien et le stoïcien. Et puis après, il finit ça avec le texte que je vous demande de lire expressément, qui est le sceptique, en disant qu'il y a pas une sorte de synthèse en disant que finalement, on ne peut pas savoir ce qu'est le bonheur, mais qu'est-ce que le bonheur du point de vue du sceptique? Et c'est un des rares textes de Hume qui parle directement du bonheur, principalement du bonheur. Donc, on fait ça. Et donc, s'il y a des questions, maintenant, je peux les prendre. Oui. Rousseau dit qu'on n'est pas fait pour être heureux, il ne faut pas chercher le bonheur pour être moralement bon. Oui. Mais est-ce que être moralement bon ne serait pas une forme de bonheur plus subtile? Alors, ça amène le bonheur, mais ça n'est pas le bonheur. Est-ce que vous voyez un peu la distinction? C'est-à-dire qu'on va le voir ensuite, l'idée de Rousseau, c'est que le bonheur le plus pur est obtenu en étant moral. OK? Mais si vous êtes, mais ça reste quelque chose de conceptuellement distinct. C'est la vertu amène le bonheur comme un produit, mais elles ne sont pas la même chose. L'idée de Rousseau, c'est que si vous êtes un homme très vertueux, mais que je vous torture en permanence au fin fond de mon cachot, là où les stoïciens devraient dire, vous êtes quand même heureux parce que le bonheur c'est la vertu. Rousseau dirait non, dans ce cas-là, vous êtes vertueux, mais vous n'êtes pas spécialement heureux pendant que je vous torture. Vous voyez. Mais dans la vie de tous les jours, si on exclut la torture, etc. Le plaisir le plus pur, parce que le bonheur c'est le plaisir, il continue là-dessus,
il est obtenu en étant vertu. Oui, mais il y a dans la culture occidentale le symbole de celui qui est torturé, mais qui est le summum de la moralité, le Christ. Oui, Selon Rousseau, le Christ serait le plus heureux alors qu'il est même torturé. alors c'est vrai que Rousseau parle pas des masses du Christ, donc ce serait dire dans... On ne parle pas du Ouais, Christ lui-même, mais ouais. de n'importe quelle personne qui ferait Bah, ça. je pense que Rousseau dirait qu'au moment où le Christ est sur la croix, il n'est pas spécialement heureux. Mais pour lui, quand même, la moralité, c'est le bonheur. Non, la moralité, c'est le but de la vie, c'est ça qui est important. C'est que Rousseau, c'est le premier à dire, en fait, le but de la vie, c'est pas le bonheur, c'est autre chose, à distinguer les deux. Il y a le bonheur d'un côté, il donne une définition du bonheur, on verra la semaine prochaine. Il y a la moralité, et le but, notre but en tant qu'être humain, c'est la moralité, c'est pas le bonheur. Oui, mais quand on est moral, on obtient ah, je suis moral, donc c'est une forme de bonheur. Ah. Alors oui, la moralité, la moralité. Alors on va voir, oui, la moralité procure une certaine forme de bonheur dans les circonstances adéquates, mais ça n'est pas la même chose. Vous voyez la distinction entre les deux? Entre l'idée que dans les thèses classiques comme les stoïciens, le bonheur et la vertu, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas être vertueux sans être heureux, puisque c'est la même chose. Et des thèses comme Rousseau qui disent que déjà, vous pourriez avoir accès à certaines formes de bonheur sans être vertueux. C'est juste que la vertu vous donne accès à la forme la plus stable et la plus meilleure de bonheur. Et en fait, il y a des conditions dans lesquelles être vertueux ne vous rendra pas heureux. C'est juste une sorte de produit que peut amener la vertu dans les bonnes circonstances. Ah. Vous voyez? Ok, Ouais. ok, C'est vraiment deux choses différentes, même si elles sont liées causalement. d'accord. Moi, c'est une question très rapide. Par rapport le jugement, il précède l'action. Donc, on a sensation, puis jugement, puis action. Ouais, quelque chose comme ça. La volonté dépend d'un jugement, oui. Est-ce que Dieu est exempté de jugement? Non, il a une volonté, donc il doit forcément. Il a peut-être créé par erreur, finalement. Non, parce il est parfait. Ah, donc il est exempté de jugement. Non, non, c'est juste que Ah, tes jugements sont on toujours ne bons. peut pas se tromper. Oui, ces jugements sont toujours bons. Ok, mais ils sont bons selon qui? Bah, ils sont bons au sens où ils sont vrais. C'est ça que ça veut dire bon, je pense, à l'époque, comme un bon jugement. C'est que Dieu ne se trompe pas. Donc, si son jugement est vrai, il est bon, il est correct, quoi. Mais du coup, le jugement, ça amènerait sur quoi, finalement? Ça amènerait sur, par exemple, est-ce bon de créer l'humanité? Ouais, mais il a jugé que c'était bon de créer C'est bon. l'humanité. Ouais. S'il dit oui, c'est bon. Bah, il a envisagé toutes les possibilités. Il a vu que la meilleure possibilité impliquait de créer l'humanité, donc il l'a fait. Pas. Hein? Il était croyant. Bah, on va en discuter un petit peu. Il est croyant, clairement, mais peut-être pas dans une religion précise, révélée avec un texte précis.